Prenez garde à la bête humaine, car elle est la créature du diable. Seule parmi tous les primates, elle tue par plaisir, par vice ou par cupidité. Elle tuera son frère pour posséder la terre de son frère. Ne la laissez pas croître et multiplier, car elle transformera en désert son pays et le vôtre. Fuyez-la, car c'est le messager de la mort. Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie du 5e épisode de Cornelius and Zira, un épisode consacré à Beneath the Planet of the Apes. Alors dans la première partie, Master Fred et moi, nous étions revenus sur le contexte de la création de ce film, sur l'équipe technique, le casting. On avait fait un résumé du film, on avait également évoqué tout le processus de création du scénario, donc entre les scénarios, les premiers traitements écrits par Rod Serling, La planète des hommes écrit par Pierre Boulle, et puis ensuite les scénarios écrits par Ted Post et aussi les formidables idées de Mort Abrams, le producteur associé. Et donc dans cette deuxième partie, nous allons faire la critique du film. Donc on va reparler de toutes les séquences les plus marquantes et on va donner notre opinion. Alors quand je dis scène marquante, ça veut dire qu'on va vous spoiler quasiment tout le film. Enfin, en fait, on va vous spoiler tout le film. Et d'ailleurs, comme Beneath the Planet of the Apes commence directement avec la fin de Planet of the Apes, dès les premières minutes, on va vous dégommer la fin de Planet of the Apes. Donc si vous n'avez jamais vu le film de 1968 avec Charlton Heston, je le dis et je le redis, faites pause, regardez-le, ça prend 1h50 et après, vous pourrez réécouter cet épisode. Voilà, cette fois, vous êtes prêts, on peut lancer le générique. My God, it's a city of apes. The only good human is a dead human. If you are caught by the gorillas, you must remember one thing. What's that? Never to speak. What the hell would I have to say to a gorilla? Oh, but you don't understand. Only apes can speak. Not her and not you. If they catch you speaking, they will dissect you and they will kill you in that order. Help me! You ask me to help you? Man is evil, capable of nothing but destruction. In one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-sized star. And one of its satellites, a green and insignificant planet, is now dead. On va entamer la partie critique. Donc ce que je propose, c'est qu'on va pas faire du scène par scène, mais on va reprendre le film dans l'ordre chronologique en évoquant les scènes qui nous paraissent les plus importantes. Donc commençons dès le début. Alors comme tu l'as souligné dans ton petit résumé, il y a des gros problèmes de cohérence entre le premier et la suite, et ça fait quand même mal au derche. Alors déjà, un des gros problèmes, c'est que le film recommence finalement, ça fait comme une série télé, c'est-à-dire que le film commence là où le premier s'arrête. C'est-à-dire qu'on revoit le personnage de Taylor qui part à cheval avec Nova et qui vont découvrir la Statue de la Liberté. Sauf qu'il y a un gros problème, c'est que autant Charlton Heston était très investi dans le premier, s'était laissé pousser une barbe exprès, il avait vraiment, autant là dans le deuxième, il avait pas forcément envie de refaire ça. Et si on regarde bien, il y a juste un moment, ils ont rajouté une espèce de un petit plan de coupe, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et on voit bien qu'il a pas la même coupe de cheveux. Il a les cheveux plus courts dans Beneath, je sais pas si t'as vu, mais j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est des mèches ou s'ils lui ont mis des implants ou je sais pas quoi, il a une espèce de coupe un peu chelou et comme en plus ils ont eu la mauvaise idée de, je sais pas pourquoi, de rajouter un plan de coupe, juste une scène comme ça où on le voit, mais enfin non, c'est pas une scène, je m'exprime mal, c'est vraiment juste un plan, c'est quoi, c'est un quart de seconde, mais merde, mais il a pas la même coupe de cheveux et pareil en fait. Ils ont donc ça, finalement le film redémarre au bout de 2 ou 3 minutes. On a la fameuse dernière réplique. Les criminels! Ils les ont fait sauter leurs bombes! Et là, pareil, en fait, ils ont un tout petit peu coupé la réplique. Parce qu'à l'époque, en 67, quand ils ont tourné le film, il dit You maniacs! You blow it up! Oh, damn you! God! Damn you all to hell! Et le goddamn, ça avait un peu embêté.
Parce que goddamn, c'est un juron, c'est un blasphème. Et on parle quand même des États-Unis en 67. Les États-Unis, c'est quand même pas un pays laïque, c'est un endroit où le président, son investiture, il l'a fait avec la main posée sur la Bible. Donc goddamn, ça passait mal. Et en fait, Heston, il a vendu le truc en disant, mais non, il dit pas goddamn, il dit God, et plus loin, damn you. Et c'est vrai que quand t'écoutes, c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand tu l'écoutes, ça passe. En tout cas, c'est passé. Mais ils ont pas voulu retenter le coup, donc en fait, le goddamn, il disparaît. Et bon, c'est qu'un détail, mais pour toi, quand tu connais le film par cœur, tu fais, oh non, ils ont enlevé le goddamn. Et par contre, ils ont fait un truc qui est très, très con, c'est que dans le film original, toute cette scène-là, il n'y a pas de musique. Et ça, c'était un des grands talents de Jerry Goldsmith, c'est de savoir parfois ne pas mettre de musique. Et ça, c'est un des reproches que je ferais, parce que comme tu l'as souligné, le type qui a fait les musiques pour Beneath, c'était pas un perdreau de l'année, mais il a pas réussi à refaire ce qu'a réussi à faire Goldsmith pour Planet of the Apes, de parfois réussir à souligner la puissance d'une scène, justement en ne mettant pas de musique. Et donc toute cette scène, elle est juste avec le ressac de l'eau, et là dans Beneath, putain, ils ont mis de la musique, quoi. Et ça casse complètement bon, après, je comprends, là, dans un des films, ça arrive au bout de 1h50, où il y a tout le film t'a amené à cette scène-là, et là, tu commences par ça, forcément, ça désamorce complètement le truc, et donc je pense que c'était vraiment une mauvaise idée pour moi de faire ça, parce que c'est une des plus grandes scènes du cinéma, ils ont réussi à la flinguer, quoi. Et donc déjà, dès le départ, je fais, oh merde. Ça part mal. Ça part très mal. Et donc, gros problème pour la suite, c'est que, donc, comme je le disais, pendant quasiment une demi-heure dans le premier film, on voit les 3 astronautes, donc, qui font toute cette partie qu'on appelle le trek donc dans le désert et tout ça, voilà, il y a eu beaucoup de repérages. Ça a été filmé dans l'Utah, en Arizona. Enfin, ils sont vraiment pris la tête. Et il faut dire ce qu'il y est, c'est filmé en Panavision, c'est magnifique. Mais là, pour des questions de budget, ils ont décidé que la zone interdite serait filmée dans le désert californien, donc genre à 50 bornes des studios de tournage. Et quand tu regardes, pareil, c'est pas les mêmes décors, quoi. Et quand tu connais par cœur le film, ça agresse un peu l'œil. Il y a d'entrée de la végétation, ce qui était un des enjeux justement pour l'expédition Taylor, de trouver déjà de la végétation. Alors que là, la végétation, tu l'as tout de suite, quoi. Ouais, voilà, il y a des trucs puis tu vois, dans des endroits où tu vois qu'il y a eu tu vois la terre craquelée parce qu'il y a un ruisseau qui était asséché, mais quand c'est comme ça, c'est qu'il était là il y a pas si longtemps. Donc ça matche pas, quoi. Et bon, après, je fais du pinaillage, là, mais quand t'es ultra fan, c'est un petit peu gênant, quoi. Et pourtant, ouais, je parlais des magnifiques plans en Panavision, celui-là a été également filmé en Panavision, mais peut-être que je vais en parler un petit peu après. Et alors, il y a le deuxième méga problème, c'est donc le deuxième vaisseau. Alors déjà, le deuxième vaisseau, il est réussi sur la planète. Alors cette fois-ci, on voit pas de crash. Là, autant, bon, même si je le raconte dans l'épisode 4, la manière dont a été filmé le crash, c'était pareil, un peu à l'économie dans le premier, mais ça a apporté quelque chose. Là, ils se sont dit, on va pas se faire chier, on va mettre le vaisseau posé comme une merde dans le désert, et puis voilà, quoi, le crash, vous le carrez au cul. Un peu de noir de charbon au sol, et puis roule ma poule. C'est exactement ça, quoi. Et donc voilà, et donc au bout de 6 minutes de film, alors là on a la grossière erreur, la méga erreur, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Atterrissage, quoi. Donc lui il dit 3955, soit 23 ans avant, parce que Taylor il arrive le 25 novembre 3978, bordel. Et donc, bon, ça choque. Alors, après, voilà, tu peux te dire, oui, mais bon, après tout, ils ont traversé une faille spatio-temporelle, blabla. Peut-être que les instruments de mesure ont pas. Mais j'ai l'impression que dès lors que le spectateur est obligé lui-même, tu vois, de raccorder les points entre eux. Oui, c'est plus bon, ça, effectivement. Ouais. Surtout au bout de 6 minutes, putain, ça fait chier, quoi. Ouais. non, mais c'est sûr, c'est vrai que c'est ce genre de trucs qui font mal. Bah, surtout, tu te dis, mais putain, ils ont relu ou pas les scripts? Ouais. Tu vois, tu te dis, mais c'est pas possible de passer, qu'il y ait personne qui ait eu l'idée de faire, attendez, vérifier, c'est quelle date déjà, il y a personne qui a eu l'idée, quoi. Ouais, sans faire du révisionnisme d'une œuvre à la Lucas, je sais pas, à un moment, le studio aurait peut-être dû, je sais pas, redoubler ou quoi que ce soit, parce que c'est juste dans le dialogue, finalement, il y a rien de visuel. Donc, en plus, oui, c'est vrai. Ouais. Ils auraient pu, faire un petit coup de pinceau et puis voilà, roule, quoi. C'est bon. Exactement. C'est incroyable que ce truc-là ait pu passer tous les filtres. Et du coup, déjà au bout de 6 minutes de film, tu t'interroges sur le sérieux avec lequel ça a été fait. Et ça, c'est vrai.
C'est vraiment dommage, quoi. Et en plus, ouais, cette connerie-là, elle va être conservée ensuite, mais ça, peut-être qu'on en reparlera sur l'épisode sur Escape from the Planet of the Apes. Mais donc, voilà, donc Brent confirme à son capitaine, donc Brent, comme on disait, hein, incarné par James Franciscus, et là donc son capitaine, qu'on va ne voir donc que 37 secondes. On devine qu'il est mal en point vu qu'il est allongé. Il semble avoir perdu la vue, ça on comprend dans les dialogues, mais bon, le gars, il vient de se taper un crash sur une planète, et visiblement, bon, on comprend, de toute façon, quelques minutes plus tard, il l'enterre, mais genre le mec, aucune blessure à par contre, quoi. Ça se trouve, il est mort d'une rupture d'anévrisme. C'est vrai, putain. Qu'ils avaient pas détecté pendant l'entraînement ou quelque chose comme ça, ouais. Et donc, ouais, bon, bref, quoi. Mais en tout cas, voilà, il a le temps de lui confirmer que, genre, il disait, on a sûrement pris la même trajectoire que Taylor. Et donc, il se dit, ouais, que ce qui leur arrive, c'est certainement ce qui lui arrivait à lui aussi. Et ben, ouais, tu croyais pas si bien dire, Jim. Oui. Est-ce que vous avez eu la Terre? J'ai essayé, pas le moindre contact. Capitaine, j'ai regardé en quelle année terrestre on se trouvait avant la chute. Ça donnait quoi? 3955. Vous êtes certain? Vous êtes certain que vous ne vous êtes pas trompé? Tout à fait. Oh mon Dieu. Nous avons suivi la même trajectoire que Taylor. Ce qui s'est passé pour nous a dû certainement se passer pour lui. À votre avis, où sommes-nous tombés? Je ne pourrais pas vous le dire, capitaine. Nous avons traversé ce que dans l'astronautique nous appelons une courbe de Aslan, une courbe dans le temps. Je ne sais pas sur quelle planète nous sommes, mais il est évident que nous sommes sur une planète. Nous respirons, nous sommes conscients, nous avons beaucoup d'oxygène et aussi de l'eau. Respirez, respirez. Et donc, ouais, il cite, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il cite Taylor, mais par contre, Stewart, Dodge, London, il n'en parle pas, on s'en fout. Oui, alors que vrai, c'est quand même censé être bon, pareil, l'idée de, peut-être que c'est moi, là, pour le coup, qui a inventé une background story, mais dans ma tête, quand je regarde Planet of the Apes, c'est évident, London, Dodge, Taylor, ils savent que de toute manière, il y avait pas de ticket retour, quoi. Ils partent sur une planète, coloniser une nouvelle planète, et c'est tout. Et, à aucun moment, t'as l'impression que de toute façon, qu'il était prévu qu'ils repartent. Et non, ouais, c'est ça, ils le disent clairement. Lorsqu'ils traversent le désert, ouais, voilà, il dit maintenant, il faudra vivre entre les trois membres survivants de l'équipe, voilà, ils expliquent bien que de toutes les façons. Tu sens pas, il y a aucun moment, ils sont pas en train de s'arracher les cheveux en disant comment on va faire pour repartir. Ouais. Taylor ironise même à un moment sur Dodge en lui disant que voilà, il a certainement une statue quelque part ouais. dans ça c'est London. C'est London. London, excuse-moi. Ouais, ouais. London, oui. Et mais enfin bref, donc, pareil, rien que toute l'idée de base d'envoyer une mission de secours. Je dis, mais d'où t'envoies une genre, ça fait quand même 18 mois qu'on n'a pas de nouvelles de Taylor. Ouais. Peut-être qu'on va envoyer une mission. Genre, mais what the fuck, vous l'avez envoyé à l'autre bout de l'univers. Donc, bon, bref, rien que ça, ouais. Voilà, le film a commencé depuis même pas 10 minutes que déjà tu fais, mais ça tient pas debout leur histoire. Ouais, il y a déjà quelques incohérences, ouais. Et puis ouais, pareil, je trouve voilà comme on disait, voilà, 37 secondes sur le mec, quoi, genre le gars il lui parle, mais j'ai juste en fait le personnage du capitaine là qui est allongé et qui va mourir de ses blessures terribles qu'on voit pas, mais en fait il est juste là pour de l'exposition, quoi. Et voilà, c'est juste pour l'exposition pour que le personnage de Brent ait à dire à quelqu'un, je pense qu'on a suivi la même trajectoire que Taylor. On n'a pas trop le temps de s'émouvoir, hein, sur le capitaine, parce que donc voilà, le plan, on le voit un peu allongé, le plan suivant c'est Jim Franciscus qui est en train d'ensevelir son corps. Et donc c'est à ce moment-là qu'il entend des bruits de pas de chevaux, et donc qu'il voit Nova qui est filmée de manière super statique. Là, j'imagine que peut-être ils avaient essayé de reproduire un peu l'effet la première fois qu'on voit les gorilles, j'en sais rien, mais enfin je trouve que c'est filmé un peu plan-plan, quoi. Et du coup, ouais, c'est marrant, mais c'est pas choquant d'entendre les singes parler anglais dans Planète. Parce que je pense que c'est un truc qui était acquis à l'époque. Il y avait quand même déjà eu des films de science-fiction où les extraterrestres parlent en anglais. Et même si voilà, il s'était posé la question, parce que ça, je vais peut-être repréciser, hein, dans le roman de Pierre Boulle, le personnage humain est obligé d'apprendre le langage des singes. Les singes parlent une langue complètement différente. Et il s'était quand même posé la question à un moment dans Planète. Il disait est-ce qu'on fait, est-ce qu'on n'invente pas un langage et qu'on met quand même quelques scènes sous-titrées et puis qu'on fait une ellipse en disant bon maintenant il a compris leur langue et du coup tout le monde parle en anglais. Mais en fait ça passe.
C'est vrai que c'est un truc qui est pas choquant, quoi. Les singes parlent en anglais, mais ça choque pas. Mais là, par contre, c'est bizarre. Alors c'est peut-être parce que je connais le premier, mais quand tu vois Brent qui parle pour la première fois à Nova, il lui demande. Qui êtes-vous? N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Dites-moi seulement où je suis. Est-ce que vous me comprenez? Je m'appelle Brent. Brent. Non. Non, vous n'avez rien à craindre. Ce que je veux, c'est savoir où je me trouve. Et vous, d'où venez-vous? Où habitez-vous? Vous devez avoir des parents, des amis. Comment est-ce que je peux les trouver? Montrez-moi. En fait, je trouve ça grotesque. La scène, je la trouve grotesque. Donc, c'est peut-être parce que moi, je sais déjà que Nova ne parle pas et que de toute façon, elle le comprend pas. Mais le dialogue, j'ai l'impression qu'il tombe de nulle part. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si, au début d'E.T., tu voyais E.T. qui arrivait, genre, qui a un rond-point et qui demande c'est où le supermarché le plus proche, quoi. De toutes les façons, c'est vrai que tout ce développement-là, ce que tu es en train de décrire sur James Franciscus, qui arrive donc sur la planète des singes, jusqu'en gros au moment où il découvre le poteau rose, mais ces interrogations sont complètement... Enfin, si on ne connaissait pas effectivement le premier, si on avait commencé par Binis toute la série des films, mais on se dirait mais soit il est con, soit il en fait exprès. Le mec, c'est pas possible quoi. Ces interrogations, le fait que effectivement les scènes d'expo, bon ça au-delà de ces problèmes-là, mais à certains moments aussi il parle tout haut, tu sais pas pourquoi. Bon alors. Mais tout ça en fait c'est pour faire de l'exposition et pour moi ça trahit probablement le fait qu'ils se rendent compte que leur... Tu vois, à certains moments, est-ce que ça aurait pas marché mieux si à la limite il n'avait pas mis de dialogue, juste une scène de James Franciscus, et là c'est pas le rôle, c'est pas le comment dire, le jeu de l'acteur qui est en cause, hein, c'est ce qu'il a à jouer qui est vraiment en cause. Hein. Parce que James Franciscus en l'occurrence, on l'a pas dit. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi. Moi, je trouve qu'il est plutôt bon. Non, il s'en sort bien. Mais d'ailleurs, et Heston dira de lui que à propos de son rôle, il dit que effectivement qu'il faut pas remettre en cause la performance de Franciscus. Le problème, c'est qu'on lui donne rien à jouer. Oui, il a rien à défendre, oui, c'est sûr. Et c'est vrai que si on compare le début de Planet of the Apes et le début de Beneath, il y a justement le début, il n'y a pas tant de dialogue que ça. Oui, non, et les dialogues, c'est pas de l'exposition. Enfin, même s'ils ont un rôle d'exposition quand même, mais en fait, ils sont plus là pour donner une background story au personnage et le faire que quand Dodge se fait abattre, donc c'est le premier qui meurt. Enfin, on oublie Stewart qui a pas survécu à l'atterrissage, mais Dodge le premier à mourir. Ça te fait chier quand il meurt. Oui, quoi. C'est vrai que tu t'es attaché au personnage. Voilà, même s'il a pas eu 50 lignes de dialogue, tu sais des choses sur lui. Effectivement, je pense qu'ils auraient pu essayer de reproduire le même truc, mais pour que ça fonctionne, il aurait fallu, ce qui sert aussi le propos donc de Frank Schaffner, c'est que, comme je le disais, c'est filmé dans des décors magnifiques où il exploite à fond la Panavision, alors que là, c'est filmé, t'as l'impression que c'est une série télé, quoi. Oui, c'est vrai. Et une série télé des années 70. Oui. Je parle pas des séries télé de maintenant, quoi. Tu sais que de toutes les façons, enfin, on parlait tout à l'heure de Ted Post, mais son film Pandéléoco, Ungamide, dont on a parlé tout à l'heure, il a aussi un petit peu ce problème-là, en fait. C'est que ça manque un peu d'ampleur de toutes les façons. Enfin, je trouve que, si tu veux, même de façon assez symptomatique, si tu prends la façon dont Taylor découvre que la Terre est la planète des singes, c'est avec la Statue de la Liberté. Si tu prends la façon dont Brent découvre que la Terre est la planète des singes, c'est avec un cadran de téléphone. T'as tout compris, quoi. T'as tout résumé. De toute façon, en termes d'ampleur, quoi. Bon. On va y revenir. On va peut-être reprendre un peu le fil de l'histoire, parce que ça, de toute façon, on va avoir l'occasion d'en reparler. Donc après, il y a quand même des scènes de flashback, donc toujours de l'exposition, hein, des scènes de flashback où on voit Taylor qui essaie d'apprendre à Nova à parler. Donc ça, c'est bien intégré, ça, je trouve. Ouais, mais ça, c'est un rappel de l'idée de Planète des Hommes, justement. Oui. Mais alors, pareil, là, il y a une nouvelle incohérence. Il lui donne ses pelles militaires, là, l'espèce de petites plaques que tous les militaires ont autour du cou. Sauf que, à moins que j'ai des problèmes de vision, mais on les voit jamais, ces plaques, dans la Planète des Singes. Il les sort d'où, bordel?
Et, genre tout le long, il les a gardés planqués dans ses haillons. Enfin, genre, et pareil, pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que c'est grâce à ça que Brent va comprendre que Nova était en contact avec Taylor, parce qu'elle a autour du cou voilà, cette espèce de pelle militaire. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, un des pelles. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Oui, j'avais ça. Mais bon, donc ouais, pour les auditeurs qui verraient pas ce que c'est cette espèce de petite plaque métallique que portent les militaires autour du cou. Il y en a 2, et dessus il doit avoir écrit genre leur nom, leur date de naissance, et c'est pour envoyer aux familles s'ils tombent au combat. Hein. Je pense que c'est ça c'était ça le but du truc. Enfin, en laisser une autour du cou pour qu'on reconnaisse le corps, et l'autre pour envoyer aux familles. Je crois que c'est un truc dans le genre. Et voilà, et donc dans ces flashbacks-là, on voit également donc des images avec des flammes, des éclairs, des tremblements de terre. Et alors là, pareil, donc bon, on va comprendre plus tard dans le film que tout ça, c'est les mutants qui par télépathie font voir ça. Mais alors, moi, j'imagine que la télépathie, ça marche avec des êtres intelligents. D'ailleurs, ils vont parler après, les mutants, de dire qu'il y a certains trucs, ça marche pas bien avec les gorilles, parce que les gorilles sont un peu trop cons. Mais là, faut quand même voir que, ça marche aussi sur les chevaux et sur Nova, qui doit avoir à peu près le QI d'un enfant de 4 ans, parce que visiblement, le cheval et Nova, eux aussi, voient les tremblements de terre, ils voient les éclairs et tout ça. Donc, encore une fois, problème de cohérence. Et alors là, le pompon, c'est qu'à un moment, donc on voit Taylor qui disparaît dans un truc. Alors je pense pas que c'était un écran bleu, hein, ça devait être l'ancêtre de ce genre de truc où on voit. C'est vraiment pas très beau, quoi. Taylor, donc qui va mettre qui comprend qu'en fait ce qu'il voit, ce sont des hallucinations. Et donc, ce qui est devant lui, qui ressemble à une espèce de mur ou de montagne, qu'en fait, il peut le traverser. Et donc, quand il le traverse, c'est pas très beau. Et alors, pareil, pour le coup, c'est que ceux qui étaient responsables des effets spéciaux se seraient justifiés en disant oui, mais alors, attention, là, c'est explication à la Inception. L'idée, c'est qu'ils ont voulu faire un effet spécial qui montre quelque chose qui est censé être réel, mais qui n'est pas réel, parce que Taylor sait que ce n'est pas réel, même s'il a l'impression que c'est réel, mais Nova, elle voit un truc réel. Donc, il faut que ça soit réel, mais pas trop réel, mais réel quand même. Vous m'avez suivi? Moi, j'ai tout compris. Moi, je trouve ça super cohérent maintenant que tu l'as dit. Hein. Ah bon, non, là, je fais un peu la pute, hein, parce qu'ils le disent pas quand même aussi, mais leur explication, ça fait quand même très Inception, quoi. Ouais. Non, donc pour moi, ça fait sens. Hein. Pour moi, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon, validé là, pour moi. C'est bon. Bon, bah alors, on garde au montage. Et donc là, ouais, ensuite, comme tu l'as dit, on va arriver, donc, le passage où Brent va découvrir que Ape City, eh bien, c'est une ville de singes. Et donc, on va voir le fameux discours belliqueux du général Ursus. Alors, le général Ursus, qui, d'une certaine manière, selon moi, c'est une sorte de récurrence d'un personnage qu'on voyait dans Planète, donc le Gorilla Hunt Club Leader. Donc, c'était ce fameux personnage de gorille, le seul gorille qu'on voyait parler avec le docteur Zaius, qui semblait parler un peu d'égal à égal et qui, pour moi, est un peu l'incarnation de cette noblesse gorille qui est dans le roman. Donc pour moi, j'ai l'impression que le général Ursus reprend un peu le rôle du gorilla, enfin du leader du club de chasse des gorilles. Le personnage est quand même pas mal. C'est quand même pas une mauvaise idée, quoi, Ursus. Hein, C'est un des persos les plus intéressants. Hein. Ouais. Déjà, avec là, ce qu'ils ont rajouté, ils ont rajouté son gros casque sur la tête, hein, qui est c'est un peu une sorte de Dark Vador avant l'heure. Hein. Oui, finalement, d'ailleurs, on va juste le placer gentiment, mais George Lucas s'est jamais caché que Planet of the Apes, c'est une des énormes influences de Star Wars. Il s'est influencé de plein de trucs, hein, et tout le monde reconnaît qu'il s'est influencé de plein de trucs, Flash Gordon, l'Heroic Fantasy, etc. Mais Planet of the Apes, il s'en est vachement inspiré. Bon, également pour tout ce qui est côté merchandising, mais ça, on va peut-être pas trop s'égarer. Mais reprenons le personnage du général Ursus. Alors j'ai trouvé des trucs intéressants sur lui, notamment dans un bouquin dont j'ai déjà parlé, hein, dans l'épisode précédent, donc un bouquin écrit par Eric Green qui s'appelle The Planet of the Apes as American Myth. Et lui, alors, il a toute une théorie carrément même sur le nom du général Ursus, parce que Ursus, ça t'aura pas échappé exactement en latin. Alors moi, ça m'a fait penser à Theodore Roosevelt. Parce que tu vois, Teddy Bear, ça vient de Theodore Roosevelt. Et donc ça, il en parle. Mais lui, il fait également une connexion avec Ursus l'ours, qui était l'emblème de l'Union soviétique. Et tu dis, effectivement, c'est pas con. Tu vois, parce que faut se mettre dans la tête de ce que représentait l'Union soviétique pour un Américain moyen des années 70. C'est la dictature intégrale, quoi. Et, ce qui était pas complètement faux, cela dit. Mais
Mais ouais, donc il y a ce truc-là intéressant. Et donc il y a son fameux discours belliqueux. Alors il y a des choses intéressantes à retenir de ce discours, mais au final, moi j'ai envie peut-être plus d'évoquer le discours, une version intégrale qui n'est pas dans le film. Ce que je vais faire, c'est qu'au montage, je vais vous rajouter la version du film. Alors je pense que je vais la rajouter en VF, même si je préfère la version. Je trouve que la version originale est quand même bien meilleure que la VF, je trouve. Autant j'aime beaucoup la VF de Planète. Autant celle de Bini, je la trouve pareil. J'ai l'impression qu'elle a été faite que les acteurs de doublage, déjà c'est pas toujours les mêmes, notamment le Dr Zaius, il est doublé par un autre. Ça fait c'est un peu dommage. Pareil, la voix de Brent, ça t'a peut-être, je sais pas si t'as capté, c'est le même doubleur que celui qui double Julius, le geôlier dans Planète. Ah oui, non, pas fait gaffe, non. Ouais. Donc le gorille qui fume des cigares là. Ouais, c'est le même acteur. Parce que j'ai rematé récemment, donc je l'ai rematé en VO et récemment je l'ai rematé en VF et j'avais plus bien la VF en tête et j'étais perturbé quand il parlait. Je me dis, mais putain, et du coup j'ai cherché et j'ai compris quoi. Je fais mais oui. Mais donc ouais, je vais revenir donc je vais vous mettre au montage le discours tel qu'il est dans le film. Et juste après, je vais vous parler en fait de la version intégrale, le discours tel qu'il a été écrit. Et déjà, je trouve assez intéressant celui du film, même si peut-être un poil caricatural, mais la version telle qu'elle a été écrite à l'origine, je la trouve hyper intéressante. Je ne devrais pas avoir à vous le redire parce que tous les bons soldats le savent. La chose essentielle, la chose importante pour nous tous, c'est le pouvoir. Dur, pur et fort. Messieurs les membres du Conseil des citoyens, je ne suis qu'un simple soldat, et en tant que soldat, je vois les choses très simplement. Je ne dis pas que tous les humains sont mauvais parce que la couleur de leur peau est blanche. Je ne suis pas raciste. Non! Mais notre grand législateur lui-même nous dit que jamais, jamais les humains n'auront cette faculté divine qui ne manque à aucun des singes. Cette faculté qui nous permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Le seul humain qui soit bon, c'est celui qui est mort. Il nous faut maintenant compléter les territoires qui ont été autrefois ravagés par les humains par des zones de culture plus riches si nous voulons survivre. Ces nouvelles terres, nous les trouverons dans cette partie de notre planète qui a été interdite. L'heure est venue d'être à la hauteur de notre destin. Personne ne nous empêchera d'y pénétrer. Un jour très prochain, je vous le promets, nous occuperons toute la zone interdite et nous y planterons nos drapeaux. Il est temps que notre peuple sache que son armée est faite pour le pouvoir. Et nous envahirons la zone interdite. Nous l'envahirons. Pourquoi est-ce que je suis intéressant? Donc, reprenons un peu ce discours. Ursus dit: ce que j'ai vu lorsque je suis devenu le chef des armées a brisé mon cœur. J'ai vu notre pays emprisonné d'un côté par la mer, au nord, au sud et à l'ouest par un désert vierge. Et à l'intérieur de notre pays, où nous nous trouvons nous-mêmes infectés par ces parasites que nous appelons humains. Alors déjà, là, je vais faire un premier truc. Quand tu lis ce truc-là, quand tu lis notre pays emprisonné d'un côté par la mer, au nord, au sud et à l'ouest par un désert, en fait, tu as l'impression que il parle des États-Unis, tu sais, de l'époque de la frontière, quoi. Et si on te sort ce discours-là, tu dis, et en plus après, quand il continue en disant, en gros, qui parle de parasites qu'on appelle humains, il faut savoir, il y a quand même beaucoup de nations indiennes, leur nom dans leur langage, souvent ça signifiait être humain. Il y a beaucoup alors j'essaie de pas, peut-être que Jonathan dans True Story écoute. Alors je sais qu'il est assez à cheval sur les utilisations des noms. Alors, je sais pas si je dois dire les autochtones, les indigènes. Enfin, vous avez compris quoi, les locaux. Et voilà, les locaux. Non, mais c'est assez souvent qu'il y ait des peuplades qui en fait le nom qu'ils se donnent généralement ça veut dire être humain. Et c'est assez et donc du coup je crois d'ailleurs là peut-être que je dis une bêtise mais il me semble que see you ça veut dire être humain
et en langue sioux. Hein. Et donc du coup, tu vois, pareil, est-ce que c'était voulu? Je trouve que c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas, pour le coup, c'est pas anodin. Donc après, donc il va continuer en parlant des humains, donc en expliquant que les humains, bah, ils dévorent les fruits de ce que eux ils ont planté dans un pays qui leur revient de droit. Et donc voilà, qu'ils ont eux-mêmes rendu vert par leur travail comme ça. Et donc humains qui polluent l'eau pure et précieuse de leurs lacs avec leurs excréments animaux. Enfin, bref, il y a pas mal de choses. C'est peut-être un peu long. Je vais peut-être pas lire tout le truc, mais il y a des choses assez intéressantes dans la version longue de de ce discours, qui doit être un peu charcuté au moment du montage. Notamment, en fait, il évoque le fait que voilà, il dit leurs yeux sont animaux, leur odeur est l'odeur de la dead flesh, merde, de la chair morte. Voilà, de la chair morte qu'ils mangent. Et ça, c'est intéressant parce que oui, nous, les êtres humains, on est omnivores, on est carnivores, ce que ne sont pas en tout cas, les gorilles. Je crois pas les orang-outans. Alors peut-être qu'à l'état, je veux dire, les chimpanzés, les nôtres, hein, je parle des grands singes, des nôtres. Je me demande si les chimpanzés mangent quand même pas un peu de viande. Mais sur les gorilles, et lui, Ursus, c'est un gorille, les gorilles, ils sont 100%, ils sont végétaliens, hein, pour le coup. Et donc, je trouve ça intéressant qui se trouve là. Et donc, là, il reprend aussi, plus loin dans le discours, il va reprendre également l'idée, donc le fait que les humains ont la peau blanche. Et donc voilà l'idée de the only good human is a dead human. Donc ça, pareil, c'est une reprise. Cette idée-là, elle devait déjà être prononcée dans Planet of the Apes. Il y a une scène qui a été enlevée où il y avait justement le Gorilla Club leader qui prononçait cette phrase. Donc phrase qui revient des guerres indiennes. Hein, voilà. Donc un bon Indien est un Indien mort. D'ailleurs, ils l'ont un peu dans la VF. Je crois qu'ils l'ont un peu foiré la traduction. Et je crois qu'ils disent le seul bon être humain est un être humain mort. C'est une traduction littérale, mais alors qu'en français on a tendance à dire un bon Indien est un Indien mort. Moi, je le trouve vraiment hyper intéressant ce discours. Et clairement, désolé si on vous donne le sentiment d'atteindre le point Godwin, mais c'est clairement pour moi une allégorie du nazisme également, quoi. Il y a bien sûr, il y a les guerres indiennes, allégorie de l'histoire des États-Unis, mais ce côté, expansionniste, l'Anschluss. Exactement, exactement. Tu penses clairement à l'Anschluss quand il dit on va mourir de faim et cette terre nous revient de droit. C'est clairement l'Anschluss. Et d'ailleurs, quand ils avaient décidé des costumes des singes, ils avaient choisi le noir et le violet pour les gorilles, et clairement ils voulaient rappeler l'uniforme des SS. C'est à ça qu'ils pensaient, quoi. Okay. Donc là, c'est vraiment pas. Oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'effectivement, oui, ça fait sens. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que comme on le disait plus tôt, effectivement, il y a un renversement dans la pyramide sociale, parce que en gros, dans Planète, tout en bas, il y a les humains qui sont considérés comme des animaux. Juste au-dessus d'eux, il y a les chimpanzés. Enfin, pas vraiment les chimpanzés, plutôt les gorilles en fait. Les gorilles plutôt, oui. Ouais. Les gorilles, à l'exception du Gorilla Club Leader. Et au-dessus, tu as les chimpanzés qui sont les scientifiques, mais on comprend qu'ils ont été quand même brimés pendant longtemps, et les orang-outans tout au-dessus. Et là, on voit bien. Étant tenant de la religion, oui, c'est ça, ils sont aussi tout au-dessus. Oui. Et là, effectivement, donc c'est dans une espèce d'amphithéâtre où il prononce son discours, et on voit autant les gorilles sont à bloc, autant les chimpanzés sont extrêmement choqués. Mais également, on voit bien sur la tête des orang-outans que les orang-outans sont très choqués. Bon, d'ailleurs, on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des prothèses, mais juste des masques de singes. Il y a quand même quelques singes qui sont pas très très beaux. Ouais, non, elle est assez redoutable, cette scène. Surtout si tu le vois maintenant sur un Blu-ray, avec nos grands écrans maintenant, en plus qu'on a tous sûrement à la maison. Elle fait assez mal, cette scène-là. Non, mais quand tu vois même ce que j'expliquais dans l'épisode 4, que John Chambers avait assisté quasiment à toutes les prises, et qu'il avait un droit de regard, qu'il avait le droit de dire on refait cette prise parce que les maquillages sont pas beaux. Là, à mon avis, il a pas eu la même implication sur le film, parce que c'est pas possible qu'il ait pu laisser passer. Et les trucs, c'est vraiment pas très très beau, quoi. Et puis c'est ça, c'est sûrement les premiers rangs avaient, comme tu l'expliquais tout à l'heure, des prothèses faciales, et les autres, des rangs 2 et 3, on va dire, avaient un masque, et puis c'est tout, quoi. Ils étaient c'est peut-être aussi sûrement le budget qui a fait qu'on a fait ces choix-là, clairement.
Donc après, bon, on va peut-être skipper. Bon, il y a une scène où on voit donc Brent, voilà, qui a assisté à toute la scène, caché derrière un tout petit buisson, mais bon, personne ne l'a vu. Ouais. Et mais ici, il y a quand même un gorille qui va les suivre. Et là, petite nouveauté quand même, il a un pistolet. C'est la première fois qu'on voit un pistolet de singe. C'est vrai. Voilà. Et donc coup de feu, donc il y a un coup de feu et Brent est blessé. Et donc comme Taylor au début du film, parce qu'il faut quand même, il y a quand même un sacré parallèle à faire entre les deux films. Et donc voilà, là on a la blessure de Brent, mais bon, lui il est blessé au bras, contrairement à Taylor qui lui est blessé à la gorge et peut pas parler. La scène qui suit est une scène pareille, je trouve que le dialogue est intéressant. Peut-être que je le mettrai au montage. Donc la scène, comme on disait, dans une espèce de, je sais pas si c'est un hammam ou un sauna entre le général Ursus et le docteur Zaius. Alors voilà, double mauvaise idée. On voit les deux persos sans leurs vêtements, et là c'est évident qu'ils sont dans des costumes. Limite, on dirait le docteur Zaius, on dirait Alf, quoi. Et et alors que c'est fou qu'ils aient fait un truc pareil, alors que toute l'idée de Planète, le premier, c'était que les singes soient hyper crédibles et qu'à aucun moment on ait le sentiment que ce soit des types dans un costume, alors que là, limite, tu t'attends à avoir une fermeture éclair, quoi. Tu sais quoi, je suis en train de penser, je suis en train de penser au docteur Zaius qui arriverait, tu sais, sur le plan, et juste derrière le morceau de Bob Seger, tu sais, All Time Rock and Roll. Mais d'ailleurs, on voit qu'il y a de la vapeur qui est rajoutée artificiellement, qui a été rajoutée en post. Oui, c'est vrai. C'est assez dégueulasse d'ailleurs, ouais, effectivement. Et l'autre mauvaise idée, c'est que du coup, faut quand même rappeler que les prothèses, elles tiennent pas toutes seules, elles tiennent avec de la colle. La vapeur, la colle, est-ce que c'est une bonne idée? Ils ont bien galéré à la faire, ils sont obligés de faire des retouches colle tout le temps parce que les prothèses arrêtaient pas de se casser la gueule, en fait. Mais cela dit, quand même, là, parce qu'on est assez critique, on a quand même un enchaînement de scènes où, pour le coup, les dialogues sont intéressants. Donc, comme on disait, le discours d'Ursus, cette scène dans le sauna, et ensuite, il va y avoir une scène d'intérieur avec Zira et Cornelius. Enfin, on les voit déjà rentrer chez eux, et ensuite une scène d'intérieur. Et tout le dialogue est vachement important. Déjà, on va apprendre, comme tu le disais, qu'ils se sont mariés, que Zira est enceinte, et aussi, ça surprend un peu. Zira, donc, on a vu extrêmement critique et qui a pas hésité à bien montrer sa désapprobation par rapport au discours d'Ursus parce que elle se lève pas comme tout le monde. Et donc là, elle tient des propos déplacés par rapport au gorille, ce qui est un peu surprenant parce que Zira, jusque-là, c'était un peu pour moi, c'est mon personnage préféré presque de la saga. Dans Planète, c'est elle le meilleur personnage. Et là, elle tient quand même des propos déplacés sur les gorilles. Donc, elle dit qu'elle préférerait ouvrir leur boîte crânienne plutôt que celle des cobayes humains pour étudier leur cerveau malade. C'est quand même fort, quoi. Et quand Cornelius lui demande comment elle compterait soigner donc les cerveaux des enfants gorilles, elle répond en nourrissant leurs enfants avec du lait de chimpanzé, le lait de la bonté, pardon. Et tu vois, c'est un peu, c'est surprenant de la part de Zira, c'est une vision presque manichéenne, quoi. Tu vois, elle tombe dans les travers qu'elle dénonce finalement. Ouais. Exactement, c'est assez surprenant. Alors, est-ce que c'était voulu pour montrer à quel point elle est outrée par l'attitude des gorilles, ou est-ce que c'est une erreur d'écriture? Bon, je vous laisse encore seul juge. Brent et Nova arrivent après chez Cornelius et Zira. Exactement. Donc juste avant, elle en rajoute une couche. Elle dit que les gorilles sont bêtes, que c'est que du muscle et pas de cerveau. Et donc comme tu le dis, donc alors que Cornelius, là c'est pour le coup c'est Cornelius. Bon, Cornelius a quand même déjà dans Planète essayé de tempérer un peu Zira, et donc là il est en train de lui dire un propos que je trouve hyper intelligent. Il lui dit que peut-être que si les scientifiques étaient au pouvoir, peut-être qu'ils seraient pires que les gorilles. Et ça, je trouve ça intéressant. Tu vois qu'il est lui cette humilité et aussi cette capacité à dire peut-être qu'on ferait pire qu'eux. Et enfin moi j'aime assez bien ce dialogue, mais effectivement comme tu disais, c'est pendant ce dialogue qu'il découvre que Brent et Nova se sont réfugiés chez eux. Alors incohérence aussi, comment est-ce que Nova, qui a le QI d'un enfant de 4 ans et demi, a eu l'adresse de Cornelius et Zira? C'est une très bonne idée. Et il y a une autre méga incohérence, c'est que pendant toute cette scène, Zira est en train de faire un gâteau au chocolat. Oui. Il y a plein à bouffer chez eux. Oui.
alors que le général Ursus a dit que comme les récoltes avaient été ravagées par les humains, ouais. Alors encore une fois, on peut y voir soit un problème d'incohérence et un problème d'écriture, ou alors au contraire, et là pour le coup quelque chose de plutôt fin, une manière de nous faire comprendre que tout ce que dit Ursus, c'est du bullshit. Là, honnêtement, je trouve que les deux tests se valent. Théorie peut tenir, ouais. Les deux tests se valent. Allez, on va leur accorder le bénéfice du doute. On va dire que c'est finement amené. Et ouais, mais comme tu dis, ouais, donc il y a Cornelius et Zira découvrent Brent. Et là, pareil, je trouve que c'est hyper malin la réaction qu'ils ont lorsqu'ils découvrent Brent, parce que dans un premier temps, ils le prennent pour Taylor. Et ça renforce le fait que pour eux, les humains, c'est des putains d'animaux, quoi. Ouais, et toi, demain, on te montre, tu vois, un labrador, et puis on te montre un deuxième labrador, tu vas peut-être pas capter que c'est pas le même, quoi. Et le deuxième point que je trouve quand même pas mal là pour le coup concernant l'écriture de Nova, c'est que Nova elle file sur la bouffe. Tu vois, si t'as capté, elle file direct sur la bouffe. Bon, après, on la voit pas, la jeu d'actrice, elle est de dos encore. Bon. Mais on ce qui est pas désagréable non plus, mais bon voilà. Et ce que je trouve pas mal, donc pour continuer avec ce que je disais avant, le fait qu'ils considèrent vraiment les humains comme des animaux, c'est ce que dit Cornelius. Donc l'absence totale de ménagement. Quand il lui dit qu'il ait trouvé dommage déjà il lui dit qu'ils aimaient beaucoup Taylor et que c'est vraiment dommage que Taylor ait quitté Ape City parce que s'il était resté ils auraient pu l'en payer et puis il aurait pu être avec ses compagnons dans le musée Zaius. Et en fait il dit ça comme quelque chose de vraiment gentil. Oui, c'est ça. Et alors que c'est quand même comme si c'était un traitement de faveur. Ouais. C'est ignoble quoi. Mais et ça je trouve ça quand même vachement bien quoi. Enfin moi je trouve que c'est pour le coup peut-être que certains vont pas aimer quoi. Mais j'aime bien l'absence de ménagement qu'il a, et puis ils ont aussi quand même gardé, on sent que le personnage de Cornelius, il a de la finesse, il a de l'humour, ça va être beaucoup plus travaillé dans Escape, mais par exemple quand il dit à Brent de ne pas parler devant les gorilles, parce qu'il dit si jamais vous parlez devant eux, ils vont vous attraper, et ils vont vous disséquer et ils vont vous tuer dans cet ordre-là. Et ça, je trouve cette réplique, elle est géniale. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup quoi. Mais bon bref, c'est quand même pas mal. On voit bien Zira et Cornelius sont quand même bien inquiets pour Taylor. C'est à ce moment-là qu'il lui dit que c'était un très beau spécimen. Il parle de un très beau spécimen. Voilà, exactement. Il parle de Taylor en tant que spécimen. Mais je trouve que c'est exactement le vocabulaire qu'il fallait employer quoi. Si j'avais une conception plus juste du but de la science, je sais ce que je devrais faire, Cornelius. Je ne m'acharnerais pas à ouvrir les têtes saines des humains. Je disséquerais les cerveaux malades des gorilles pour trouver ce qui ne va pas. Et que ferais-tu de leur progéniture? J'y ai pensé, je nourrirais leur bébé avec le lait des chimpanzés. Le lait de la tendresse. Je te jure que lorsque notre enfant sera né, je ferai attention, je ne prendrai pas une nourrice gorille. Tu sais, chérie, être des intellectuels est très inconfortable. Nous avons d'énormes responsabilités, mais pas le pouvoir. Je vais faire une glace au chocolat. Est-ce que t'aimes le chocolat? De quoi? Non, c'est rien. Moi, je l'adore. D'ailleurs, si le pouvoir était entre nos mains, nous serions sans doute pire qu'eux. Je ne suis pas d'accord. Les gorilles sont cruels parce qu'ils sont idiots. Des sacs pleins d'os et rien dans la tête. Zira, ma chérie, un petit conseil. Tu ne devrais pas parler comme tu le fais. J'ai toujours peur qu'on t'entende. Nova! Qu'est-ce que vous faites là? Taylor? Non, je ne suis pas Taylor. Moi, je m'appelle Brent. Vous parlez, vous aussi? Mais c'est impossible. Il y a des années que nous faisons avec le professeur Zaius des recherches expérimentales sur les humains, et je n'ai vu qu'un seul homme à part vous qui sache parler. Oui, Taylor. Taylor? Oui. Est-il vivant? Est-ce que vous l'avez vu? Oh, parlez, où est-il? Où est-il? Je n'en sais rien. Je voudrais bien savoir où il est. Mais plus le temps passe et moins j'ai de chance de le retrouver. Oh, nous aimions énormément Taylor. C'était un extraordinaire spécimen. Si ma femme n'avait pas été là, il n'aurait pas bougé de chez nous. On l'aurait empaillé pour le musée Zaius, qui est le plus beau de tout le pays. Il y serait avec ses deux compagnons. Vous les avez? Ils sont empaillés?
Donc voilà, bon, ceci dit, là, pour le coup, je disais que c'était bien écrit. Là, on va repartir un peu à travers d'écriture pas terrible. Je trouve que Brent, il digère assez bien l'info. Genre, ah ouais, bon, les autres astronautes ont été employés, cool. Et tout de suite, il réclame une carte. Genre lui, ça, il a tout de suite intégré, il a intégré très très vite que les singes, ils sont hyper intelligents. Je trouve que tout ça, effectivement, ce que tu es en train de décrire, c'est aussi... J'avais entendu ça qu'à un moment Ted Post et puis James Franciscus étaient partis en week-end tous les deux pour justement regarder et faire des modifications sur une 40 ou 50 pages du scénario. Oui, alors oui, effectivement, j'ai pas eu le temps. Oui, j'ai pas eu le temps d'en parler. C'est vrai, James Franciscus, pas avec Ted Post, parce que quand Ted Post de son côté avait essayé d'apporter des changements, et Franciscus aussi a paniqué et en fait il a fait appel à un ami à lui qui était scénariste, je crois, et effectivement ils se sont enfermés un week-end tous les deux. Ils sont revenus avec un traitement Ils sont revenus avec un traitement de 60 pages. Alors pareil, je voulais pas tout développer parce que sinon, on n'aurait parlé que de ce qu'aurait pu être Binis et jamais on n'aurait parlé du film. Mais effectivement, moi, ce que j'ai vu, c'est à ce moment-là, ils vont faire essayer de faire des petites retouches pour justement éviter que le personnage ne soit qu'un personnage qui n'est que dans la fuite en avant, quoi, finalement. Voilà, exactement. Et en fait, donc Franciscus va présenter ces 60 pages de traitement à Mort Abrams, et Mort Abrams va lui dire, écoute, je veux bien que tu changes tes dialogues, à la seule condition que ça n'impacte pas les lignes de dialogue des autres acteurs. Donc déjà, ça limite quand même vachement. Et puis que ça change absolument rien à l'histoire. Donc en gros, son traitement, il l'a pris, il l'a mis à la poubelle. Donc ouais, je pense qu'il a laissé, voilà, Abraham c'était ok, dit oui, qu'il était d'accord sur l'idée qu'un acteur veuille réécrire sa ligne de dialogue, mais par contre, on touchait pas, il voulait pas qu'on touche à son bébé, quoi. Ouais, c'est ça, encore une fois, Franciscus, il a pas grand chose à défendre, quoi, le pauvre. Ah non, ouais. Son personnage a pas vraiment de motivation, tu t'as pas d'empathie non plus pour lui, finalement, hein. Puis en plus de ça, c'est pas qu'on s'en branle un peu, mais regarde bien cette scène dans l'intérieur de chez Cornelius Ezira. C'est une redite complète de la scène. C'est un copy-paste de la scène avec Taylor, sauf que Taylor est à faune et qu'il est obligé d'écrire sur des espèces de là, on est à peu près papier. à 30 minutes du métrage. En gros, t'as effectivement, comme tu dis, un copier-coller du premier épisode, hein, de la Plaine des Singes 68. Par contre, il y a un petit truc que je voulais rajouter, c'est que donc ils réclament une carte qui est, je crois, la même que dans la Planète des Singes, ou en tout cas ils ont refait la même. Et petit détail que j'avais pas eu le temps de dire dans l'épisode 4, parce que voilà, comme je l'ai fait pour que ça soit des commentaires audio, il fallait que ce soit calé avec l'image, j'ai pas pu dire tout ce que je voulais. Et en fait, si on regarde bien la carte, si on y prête vraiment bien attention, on reconnaît en fait la région de New York. Alors, elle n'est pas dans le bon sens et compagnie, mais ça c'est... Manhattan, tu vois un peu ça. Ouais, tu reconnais en fait le rivage, tu vois, le rivage de l'océan, etc. Ouais. Effectivement, que c'est pas hyper flagrant parce que tu sais, genre, ils ont eu la bonne idée de pas mettre le nord au même endroit, etc. Mais en fait, si tu fais vraiment gaffe, t'arrives à reconnaître un peu la région de la côte est, quoi, on va dire. Okay. Ensuite arrive le docteur Zaius. Et ça, pareil, l'échange entre Zaius et Cornelius Ezira est super intéressant. Parce que Zaius, en fait, ils sont beaucoup plus proches de Cornelius Ezira que d'Ursus. Oui, c'est ça. Et par contre, là, ici, encore une fois, c'est assez choquant. Je l'ai pas dit au moment où tu disais qu'on voyait l'image la première fois, les personnages de Cornelius Ezira. Mais par rapport à la fin du premier film, tu l'as dit tout à l'heure, dans les développements qui avaient été faits, en gros, Cornelius Ezira, à la fin du premier POTA, vont être écartés sur décision de Zaius, vont vivre en gros comme des comme des rebuts de la société, j'allais dire. En tout cas, ils vont passer par la case prison. C'est clair, ils vont être déclassés. Et là, tu les revois qui sont, qui ont gardé leur position sociale et sans trop de problèmes, qui ont même gardé aussi la confiance de Zaius, chose encore plus étonnante. Même plus que ça, parce que quand tu regardes bien dans Planète, même si Zaius, on comprend qu'il a beaucoup de défiance par rapport à Zira et à Cornelius, parce que par exemple, il y a toute cette ligne il y a plus pas de la même race non plus. Il y a aussi tout ça. Et puis il y a aussi des lignes de dialogue où tu vois quand justement on parlait du Gorian Club Leader, il y a tout ce dialogue. La première
première fois où on voit Cornelius dans Planète, quand ils sont dehors, cette scène en extérieur où il y a les cages avec tous les humains. Et donc, comme je disais, t'as Zaius avec le Gorian Club Leader qui parle avec Cornelius et reparle de ses fouilles dans la zone interdite. Et Zaius lui rappelle, dit, je vous rappelle que vous aurez besoin de mon approbation pour y retourner. Et Cornelius lui place quand même discretos, lui dit, oui, j'ai bien gardé en mémoire que c'est sur votre décision que j'ai dû abandonner mes recherches. Et donc, on comprend que déjà, Zaius leur mettait un peu des bâtons dans les roues. Et là, ouais, pour le coup, il vient les voir, mais l'idée, en fait, il vient les voir en gros, pour leur confirmer que lui non plus n'aime pas Ursus, et 2, qu'il va partir avec lui pendant cette expédition dans la zone interdite, qu'il n'est pas sûr d'en revenir, et que s'il ne revient pas, il fait d'eux les garants et les protecteurs de la civilisation simiesque. Donc là, on est passé, effectivement, comme tu dis fort justement, mais où sont passées les menaces de condamnation pour hérésie, quoi. Ou, encore une fois, tu vois, s'il y avait un truc dans le background qui nous fait comprendre que dans le dialogue, qui place un truc où on comprend qu'ils sont quand même passés par la case prison, ou tu vois, qui leur rappelle, genre, n'oubliez pas, on vous a à l'œil et compagnie, mais malgré tout, vous êtes quand même parmi les têtes pensantes les plus éclairées Voilà, il pourrait très bien aussi avoir un dialogue comme ça où il leur dit bon, ok, on se fait pas vraiment confiance, mais je reconnais que vous êtes brillant et je vais essayer de vous convaincre de continuer ma mission. Et oui, c'est d'autant plus dommage que ça aurait pu être éludé, toutes ces questions-là, tous ces points-là que finalement nous on voit comme étant des incohérences. Ça aurait pu sûrement être éludé, rien qu'avec quelques lignes de dialogue, bon, discrètement avoir remis ça, bon, ça aurait pu passer, quoi. Ça aurait pu, pourquoi pas. Mais là, c'est pour ça qu'on se dit finalement, il y a un mauvais arrière-goût en fait là sur tout ce qu'on voit sur le film, les incohérences, etc. Tu te dis putain, ça a été fait à la va-vite, quoi, ou je sais pas, ils ont pas pensé. C'est con, quoi. C'est dommage. Ils auraient dû se refoutre le cul dans une salle pendant 2 heures et revoir le premier, quoi. Et le pire, c'est que au final, moi, honnêtement, autant Zaius, il fait flipper dans le premier, à juste titre. Oui, ils essaient de conserver un peu de cohérence parce que quand je parlais du sauna avant, la fin du dialogue entre Ursus et Zaius, c'est quand Ursus lui dit qu'est-ce qui vous fait plus peur que la famine, et Zaius répond l'inconnu. Et ça, je trouve que ça, c'est extrêmement bien écrit, parce que là, on reste dans la même ligne de conduite que dans le premier Planet of the Apes. Même si, au final, l'inconnu, tu te dis, mais dans le premier, le seul pour qui rien n'était inconnu, c'était peut-être bien Zaius. Et lui, en fait, sa vraie crainte, c'est que l'inconnu devienne connu. Mais bon, je pense que c'est aussi pour expliquer le fait qu'ils ont capté qu'il se passe un truc dans la zone interdite, mais ils savent pas ce que c'est. Et Zaius, il a pas forcément envie de savoir. Et peut-être parce qu'il se doute bien de qui est derrière. Mais au final, à la fin de ce dialogue chez Cornelius et Zira, où il l'invite à manger quand même, et ben, franchement, Zaius, tu le trouves sympa. Là, oui, c'est ça. Tu le trouves sympa. Et ce qui est d'autant, à la rigueur, tu sais, qu'ils veulent faire évoluer le personnage, pourquoi pas? Ça serait pas la première fois que dans une saga, qu'il y a un personnage qui soit un bad guy, qui finalement ait une sorte de rédemption au cours de l'histoire. Pourquoi pas, hein, si c'est bien amené. Mais le pire, c'est que la fin, il reprend ses habits de bad guy. Donc du coup, bon, bref. Avançons, justement. Si on veut parler de la fin. Le personnage est mal écrit, quoi. Voilà, Au moins à ce moment-là, quoi. Ouais. Poursuis. Comme dans le Planet of the Apes, Brent se fait attraper par les gorilles, donc dans une scène qui rappelle un peu celle où Taylor se fait capturer. Donc là, avec Nova, ils sont tous les deux capturés. Et donc ils reviennent après dans le laboratoire de Zira. Et donc Zira, se fait couper l'herbe sous le pied par le général Ursus qui dit tout ça ira faire des cibles pour l'entraînement des gorilles. Voilà, alors que Zira, elle essayait un peu de manière un peu sneaky d'essayer de leur sauver la mise. Oui, c'est vrai. Attendez, sergent. Ce spécimen a une boîte crânienne du type E qui est très rare. Il a un très faible développement occipital, des lobes anormaux. Et la femelle, il y a longtemps que nous n'avons pas pu étudier des spécimens présentant un intérêt clinique si extraordinaire. Emmenez-les à l'intérieur. Non, la recherche devra patienter. Ils serviront de cible aux soldats pour les exercices de tir. Emmenez-les. Il va y avoir une scène, moi, pour le coup, que j'aime vraiment beaucoup.
Il y en a pas beaucoup, alors autant que je les souligne. Et où on voit donc Nova et Brent qui arrivent dans la cage où il y a tous les humains. Et soudain, il y a un zoom. Pareil, là, par contre, ils réutilisent les zooms parce qu'il y a quand même pas mal plusieurs fois les zooms qui sont utilisés dans les scènes importantes dans Planète. Hein. Notamment, il y a un zoom quand on voit le cri des gorilles. Il y a un zoom sur la première fois qu'on voit les gorilles. Il y a un zoom sur la tête de Taylor juste avant qu'il découvre la Statue de la Liberté. Et là, ils reprennent ce truc-là avec un zoom sur la tête de Nova et Brent. Et t'as les comment parce que soudain, il y a tous les humains qui ont repéré que c'était pas comme eux et qui les regardent, qui s'agglutinent. Et comme c'est filmé de nuit comme ça et qui s'agglutinent lentement et qui les regardent, ça fait vraiment une présence inquiétante. Moi, ça me fait penser à l'unité des morts vivants. Et oui, pas bête, oui, c'est vrai. Et alors c'est peut-être moi, hein, parce que voilà, j'ai 2 films cultes, ça s'appelle des singes et le nuit des morts vivants. Alors c'est peut-être moi c'est un peu un fantasme d'avoir un crossover des deux, mais là honnêtement cette scène, je l'aime bien. Est-ce que dans Night of the Living Dead, tu as des scènes qui te rappellent Planète des singes, non? Laisse-moi y réfléchir, je te réponds à ça dans un prochain podcast. Ok, je t'écouterai, pas de problème. Ouais, bon, après, il va y avoir pareil des scènes pas intéressantes parce que Brent et Nova vont s'évader, puis vont se faire rattraper, puis vont se révader de nouveau. Ouais, c'est de la péripétie pour remplir le métrage, ça un peu. Ah ouais, là clairement c'est du remplissage. En plus, t'as une scène de fight. Ils sont dans une espèce de fourgon, mais bon tiré par des chevaux. Ouais. Et t'as une espèce de scène de fight entre Brent et un gorille. C'était pour nous rappeler que Ted Post avait fait du western, mais je la trouve pas très bien gérée. Non, c'est vrai. Et en plus, il y a pas de musique du tout dessus. Ouais, pour une fois, ouais. C'est un peu dommage, ouais. Et c'est pas très bien géré. Alors peut-être qu'ils ont voulu remettre cette fameuse scène qui avait été enlevée donc dans Planet of the Apes, parce qu'il y avait quand Cornelius, Zira, Nova et Taylor s'en vont de Ape City pour aller vers vers la zone interdite, il était prévu qu'ils se fassent attraper par les gorilles. Et alors peut-être que c'est toi qu'ils ont voulu ce truc qu'ils ont pas mis dans le premier, ils ont peut-être voulu le remettre dans le deuxième, j'en sais rien. Ça serait la seule justification que je verrais avec cette scène, mais honnêtement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste, putain, ils ont tellement rien à raconter que voilà, quoi. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le premier film de 68 donc dure 1h52 ou 54, quelque chose comme ça. 1h52, ouais. Le mec est collable. 1h52. Et celui-là fait 1h32, quelque chose comme ça. Il fait largement 20 minutes de moins. Et pourtant, t'as l'impression qu'il fait une demi-heure de plus. Non, mais c'est clair. Vraiment, oui, vraiment, il y a des passages ennuyeux, quoi, où tu t'emmerdes un peu, quoi, Ah, d'ailleurs, en parlant des passages, il y a un moment où on voit l'entraînement des gorilles et il y a un truc pareil que je trouve complètement incohérent. Quand ils font leur entraînement, donc ils utilisent des humains, mais les humains, ils sont à cheval. Et tu vois même un humain, genre, qui font des trucs où, ils sont pas juste posés sur un cheval, quoi. Et tu dis, mais attends, les humains, ils sont censés être complètement cons et maintenant ils savent diriger un cheval. C'est quoi ce délire? Ouais, c'est vrai. Voilà, ouais, mais bon, voilà. Donc l'histoire n'avance toujours pas, ouais. Et donc, il faut attendre quand même 40 minutes de film pour que Brent et Nova arrivent dans le métro. Oui, c'est ça. Et alors, soit dit en passant, ils y parviennent après quoi? Si tu regardes bien, ils ont fait quoi? 30 minutes de cheval en dehors de Ape City. Et sans faire vraiment d'efforts de type spéléologue chevronné, ils arrivent dans le métro. Donc, tu te dis que, genre, il n'y a aucun singe qui a eu l'idée d'explorer les environs proches de Ape City, alors que, dans le premier, quand même, Cornelius, il a été au fin fond de la zone interdite pour faire des fouilles archéologiques. Mais à une demi-heure de cheval de Ape City, personne n'a essayé de... Oh tiens, il y a un trou, personne n'a eu jamais l'idée, en 2000 ans, d'aller dedans. Non, mais oui, ça aussi, c'est incroyable. Par contre, alors, les scènes quand même, enfin, tu citais des scènes que tu aimes bien, moi, j'avoue que ces scènes-là, enfin, puisque Planète des singes, c'est une vieille histoire d'amour. On avait commencé à parler ensemble là-dessus. C'est une vieille histoire d'amour. Moi, j'ai vu les films étant petit. Je crois que j'avais à peu près 10-12 ans dans ces eaux-là. Et je me souviens avoir été très impressionné par ces scènes-là, les scènes où justement Brent comprend qu'il est sur Terre. Donc où il repart sur le métro. Donc qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Wall Street aussi. Ouais, si tu veux, on peut continuer. Ça va être vas-y. Ouais. Ça va être la suite. Ouais. En tout cas, ces scènes-là, voilà, et continue si tu veux. Alors, est-ce que c'est j'ai du mal à me détacher de mon regard d'enfant. Est-ce que c'est ça qui fait ça peut jouer effectivement. Ouais. Quoi. Et je trouve qu'elles sont bien faites et bien gérées ces scènes-là. Voilà. Ah ouais, ok. Effectivement, si tu regardes dans l'ensemble du film, les fameuses scènes du métro, donc où Brent, donc je vais le raconter, va pas tarder à comprendre qu'il est sur la planète Terre, c'est pas les pires.
Je suis d'accord. Après, si tu compares avec la manière dont c'est amené dans le premier et là comment ça arrive. Mais bon, je pense qu'ils sont partis du principe de toute manière que les gens qui iraient voir Beneath auraient vu le premier. Oui, parce que tu as une idée pas plus conne qu'une autre, cela dit. Hein. Ouais, là t'es sur des scènes qui vont très bien sur le type de film post-apocalyptique. Bon, moi, je trouve que c'est effectivement dans le premier de toute façon c'était un choc, tu te prenais une grande baffe dans la gueule en voyant la Statue de la Liberté, que dans celui-là c'est un peu plus dilué, donc forcément, quand il découvre le cadran du téléphone, quand il va découvrir après une plaque métallique sur laquelle il y a écrit New York, Queensborough Plaza. D'abord, il comprend qu'il est à Queensborough Plaza, mais ouais, voilà. Mais c'est ça le truc. En fait, moi, le reproche que je ferais, c'est que en fait, dans le premier, dans Planète, donc on voyait les singes qu'au bout de 30 minutes, mais tout ce qui se passe avant, donc déjà le dialogue d'intro de Charlton Heston qui est génial. Le crash, le trek, l'arrivée dans les zones de culture, tout ça en fait, c'était le but, c'était d'emmener le spectateur sur une fausse piste, celle de l'idée qu'ils sont sur une planète alien, et elles étaient donc comme je disais, sublimées par les formidables décors filmés en Panavision. Et quand tu regardes de l'autre côté, les 40 premières minutes de Beneath, c'est un ersatz du premier, cadré comme une série télé de l'époque, et alors que pourtant ils s'étaient filmés en Panavision également quoi. Et moi ce qui va pas pour moi la scène du subway, c'est que si t'es pas New-Yorker, ça peut pas avoir la puissance de la planète des singes, de la Statue de la Liberté, oui, pardon. Oui, voilà, parce que Parce que oui, d'abord, il voit le cadran de téléphone, mais bon, tu vois, et quand vraiment il capte, c'est quand il voit le panneau Queensborough Plaza. Ouais. Mais c'est comme si on avait fait le même film à Paris et qu'il voit une plaque Châtelet-Léal. Si t'as jamais été à Paris, oui, c'est sûr. Ça te fait, tu vois, c'est bof. Et puis après, qu'est-ce qu'il voit ensuite? Effectivement, il voit un panneau pour une affiche pour le New York Summer Festival. Oui. Et voilà, moi, la bonne idée que je trouve là-dedans, c'est qu'ils ont repris l'idée du premier de pas mettre de musique. Ça, je trouve que c'est une bonne idée, effectivement. Ça met bien en exergue la scène et mais ouais, c'est quand même pas. Le pauvre James Franciscus, je veux dire, Charlton Heston, on lui a donné la Statue de la Liberté, et lui, on lui donne une cabine téléphonique, quoi. Ouais, non, il s'est un peu fait entuber quand même. Je trouve vraiment quoi. Si on doit résumer tout ce qu'on a dit sur les problèmes que peut avoir le film, c'est vraiment là-dessus, quoi. C'est Statue de la Liberté, premier film, second film, cadran de téléphone. Voilà, on fait le raccourci, t'as tout compris. Ouais. T'as tout dit, quoi. Ouais. Et donc ensuite, il va voir le New York Stock Exchange, la New York Library, le Radio City Musical Hall, et donc tout ça, comme tu l'as dit, était donc fait en matte painting. En fait, ils ont fait, on va pas trop rentrer dans les détails, mais ils ont fait du proto Photoshop, hein, c'est qu'ils ont pris des photos, ils les ont découpées pour avoir l'air, et puis tu vois qu'il y a pas de thune, quoi. Non, parce que voilà, tu vois, il y a un moment, il y a un endroit, tu vois genre un espèce de bus qui est encastré dans la paroi rocheuse, mais tu vois clairement que le trompe-l'œil, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il est complètement raté, quoi. Alors, je mets pas en cause l'artiste, hein, mais c'est juste que probablement que ça n'a pas été cadré tel que c'était prévu. Ouais, encore plus redoutable maintenant avec les Blu-ray, la haute def. Hein, oui, voilà, ouais. Mais déjà à l'époque, hein, franchement, moi quand j'ai le film, je me dis what the fuck, quoi. Ah ouais, donc non, c'est vraiment, tu vois, mes yeux d'enfant qui font que, tu vois, il y a des choses comme ça, hein, tu sais, où t'as du mal à vraiment avoir du recul et un regard critique par rapport à ça, quoi. La planète des singes, c'était aussi ça, cette scène-là m'avait vachement marqué, quoi. Mais je trouve que ça passe encore pas mal, quoi. Mais ouais, puis pareil, après t'as des scènes quand ils sont où tu vois des tunnels. D'ailleurs, en fait, ce qui est rigolo, c'est que William Kreber, donc j'ai pas trop reparlé de lui, mais qui était directeur artistique, donc qui était derrière, la conception des décors, c'était lui qui chapeautait tout ça. Et tu sais que ce mec-là, en fait, il a travaillé sur Time Tunnel. Comment c'est déjà le nom en français? Tu sais, Au cœur du temps. Je crois que c'était ça. Je sais pas si tu te rappelles de cette série. Non, c'est et des types, en fait, ils vont dans un tunnel. C'est une machine à voyager dans le temps, c'est une espèce de tunnel. Et ils arrivent pas. C'est un peu à la Code Quantum. Ils essaient de les faire revenir dans leur période d'origine, mais ils y arrivent pas. Donc à chaque fois, ils se retrouvent dans une période historique. Et bien sûr, tu vois, genre ils vont rencontrer Gengis Khan, Christophe Colomb et compagnie, quoi. Oui. Et c'est rigolo parce que là, t'as des tunnels de partout. et de se dire, putain, le mec avant, il a fait Time Tunnel. Bon, bref, c'était pour la blague, quoi. Ok. Donc après, comme tu le disais, il va y avoir pas mal d'allers et retours entre Brent
Et puis les singes, donc on va retourner chez les singes. Donc là, pareil, on revoit un peu toujours la même rhétorique du général Ursus, qui parle de guerre sainte, et donc il évoque l'ennemi. L'ennemi, c'est toujours pareil, quoi. L'ennemi, c'est les primitifs, c'est les barbares. Et bon, ça, c'est une rhétorique qui a été employée de tout temps, dans la guerre. Et il y a là une fameuse scène, la fameuse scène de la manif de la jeunesse contestataire, qui honnêtement, elle est scandaleuse, cette scène. Elle est vraiment très mauvaise. Et selon Ted Post, alors là, il y a débat entre Ted Post et Mort Abrams. Ted Post dit, j'ai jamais filmé une horreur pareille. Et alors, pour les auditeurs qui auraient pas vu le film, en gros, ce qui se passe, c'est que, donc, il y a des jeunes chimpanzés qui sont peut-être le pendant de Lucius dans Planète. Parce que dans Planète, Lucius avait été écrit un peu comme ça. Il était aussi un peu écrit pour qu'il y ait un personnage auquel que les ados et les jeunes adultes se reconnaissent dans un personnage. Et là, par contre, tu vois des espèces tu comprends, c'est genre des étudiants, mais qui sont chimpanzés et qui ont des panneaux. Limite, il y a pas écrit Peace and Love, mais presque, quoi. Ouais, très caricatural. Voilà, extrêmement caricatural. Ils ont pas la fleur dans les cheveux, mais presque. Ouais, c'est ça. C'est fait avec. Voilà, en fait, le personnage de Lucius, je trouve qu'il a été écrit, il y avait de la finesse, il y avait de l'humour dans l'écriture du personnage. Et là, c'est complètement enlevé. Alors, ça rajoute, le côté. Et tu vois, dans Planète, c'était évident que la société simiesque était un miroir de la société humaine contemporaine. Ça, c'est un truc qu'on retrouve sur toute la saga. Mais là, on est vraiment dans un calque grossier, quoi. Il y a pas d'originalité. Et donc, alors. Pareil, encore une fois, je vais me faire un peu l'avocat du diable. On va essayer un peu de sauver les meubles. Pour Planète, Michael Wilson avait envisagé à un moment qu'il y ait une 4e espèce de singes, donc des babouins. Et les babouins qui devaient être justement en dessous des gorilles dans l'échelle sociale. Et il avait envisagé à un moment la fameuse scène de fuite, où Taylor essaie de s'échapper et donc il court partout dans Eve City, ce qui permet de bien voir tous les décors. Il était question à un moment qu'il traverse une manifestation donc avec des babouins qui réclamaient un meilleur statut social, plus de reconnaissance, et manifestation qui devait être réprimée violemment par les gorilles. Alors, est-ce que cette petite scène-là, ce serait une réminiscence de ça? Allez, tu vois, je vais encore bien leur accorder ça mais on est d'accord que en fait, c'est tellement grossier, c'est tellement un calque, t'as l'impression qu'ils mettent un panneau. Regardez, on est un film contestataire, regardez, on a des choses à dire, et on vous montre, on vous montre des singes, mais c'est vous qu'on montre. Et ça te fait sortir du film, en fait. Ça, c'est comme si, t'as l'impression que Mort Abrams, il parle face caméra, genre, regardez mon film. Et tu vois, ça casse complètement la dynamique. Et toujours, tu sais quoi, donc, Ted Post dit, j'ai jamais tourné une horreur pareille. Et Mort Abrams dit, non, moi j'ai suggéré l'idée, mais c'est Ted Post qui l'a filmé. Donc j'aurais quand même plutôt tendance à croire Ted Post sur ce coup-là. Mais encore une fois, je laisse nos auditeurs seuls juges. Pour sauver un petit peu cette scène, il y a quand même quelques plans, c'est furtif, mais qui sont filmés genre caméra à l'épaule, quoi, et montés de manière un peu façon image d'actualité. Ça, c'était pas trop mal encore. Mais bon, ça n'enlève rien au fait, que cette séquence, elle dessert un peu plus le film qu'elle ne le sert, quoi. Freedom! Peace! Peace and freedom! Freedom! Peace! Get off the road, young people. Freedom! Peace! Et donc après, revenons chez les mutants, parce que cette fois-ci, en fait, Brent a été attiré par une espèce de bruit qui l'amène jusque dans ce qui est la cathédrale Saint-Patrick. Donc pareil, la cathédrale Saint-Patrick, si vous n'êtes pas de New York, ça vous évoque que dalle. Comment bruit insupportable d'ailleurs, juste pour revenir 2 secondes dessus. C'est vrai que le bruit, c'est particulièrement désagréable. C'est super chiant, c'est super pénible. Je jouais avec, j'imagine en salle ce que ça a dû être. Enfin, les spectateurs devaient avoir les mains sur les oreilles, c'est pas possible, quoi. Et là, pareil, on va encore avoir une scène, donc, pour nous faire comprendre qu'ils sont télépathes. Déjà, il y a un petit bip à chaque fois qu'ils pensent un truc, et Brent qui répète à voix haute ce qu'on lui a dit par télépathie. Enfin, c'est vraiment lourd, quoi. Et en plus de ça, enfin, tu vois, genre à un moment, il dit, vous me demandez d'où je viens? Eh bien, voilà. Je viens de... Voilà. Vos lèvres ne bougent pas. Et pourtant, j'entends ce que vous me dites. C'est vraiment, putain, les mecs, quoi. Franchement, je comprends Franciscus à dire, non, sérieux, je dois jouer ça.
Non, mais c'est sûr. C'est vrai que... Cela dit, ouais, il y a peut-être aussi des auditeurs qui se disent ouais, mais pourquoi ils ont accepté concernant Ted Post, parce que on l'a pas dit plus tôt, Ted Post, en fait, il raconte en fait qu'il y avait une histoire, il avait un projet qu'il voulait monter et que la Fox a accepté de lui monter en lui disant par contre, si un jour on est en galère pour tourner un film, tu nous en dois une, quoi. Et donc, comme c'était un homme de parole, c'est pour ça qu'il est resté en fait sur Binif, pour honorer sa parole en disant si un jour vous êtes dans la merde pour tourner un film, mais en fait il l'a fait, il était dégoûté, quoi. Qui êtes-vous? Oui, j'ai entendu. Vous êtes la seule réalité dans l'univers. Je suis heureux de le savoir. De manière accidentelle. Et vous, comment êtes-vous arrivé ici? Non, vous avez mal compris. Laissez-moi vous expliquer. Je ne suis pas venu vous espionner. Je ne suis même pas sûr que vous existiez. Bien sûr, je sais qui je suis. Je suis un astronaute. On m'a envoyé ici en mission de sauvetage. J'étais chargé de retrouver un autre astronaute, Taylor. Je viens de la même planète, mais d'un autre temps. C'était il y a 2000 ans. Je sais que ça a l'air incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Non, je regrette revenir en arrière, c'est impossible. Nous sommes passés à travers un trou. Une rupture de continuité dans le temps. C'est ce qui a dû arriver à Taylor. Je suis sûr qu'il a essayé de revenir. Non, ne parlez pas tous en même temps, je vous en prie. Arrêtez cette enfant. Vous criez tous en même temps, c'est insupportable. J'arrive plus à entendre ce que vous dites. Il a raison. Il n'est pas très intelligent. Nous devrions parler tout haut. Et un seul à la fois. Vous avez été dans la cité des singes, c'est bien ce que nous devions comprendre? Oui, il y a 2 jours. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous connaissez le langage? Bien sûr, nous savons parler. C'est un procédé assez primitif que nous employons peu souvent et dans des cas bien précis. Quand nous devons prier. Et également quand nous chantons pour notre Dieu. Pour les auditeurs qui auraient plus bien le film en tête, donc notre ami Brent, il se retrouve face à, ils sont quoi, 3 ou 4 mutants. Enfin, on sait pas encore que c'est des mutants, c'est des êtres humains tout à fait normaux, à part le fait que on comprend qu'ils sont télépathes, et aussi que au niveau du costume, pareil, choix des costumes, ils sont un petit peu sapés comme la denrée dans la soupe aux choux quand même. Ah oui, mais complètement. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on n'est plus à une parenthèse près. Hein. T'as écouté le dernier épisode de Chaos Theory sur les aliens? Oui. Il est vraiment super bien. Et ça m'a fait délirer parce que quand j'avais imaginé de rajouter au montage la musique de la soupe aux choux, tu vois, et quand j'ai écouté le réseau, je fais oh mince, ils m'ont coupé l'herbe sous le pied. Bon, oui, tout dernier. J'en parle dans le dernier qui est les gens de. Ouais, je leur dis aussi à un moment que vraiment leur épisode est super top. Il est vraiment super bien. Donc voilà, chers auditeurs, bon, écoutez quand même la fin de cet épisode, mais juste après, écoutez Chaos Theory, c'est épisode 27. Et c'est ça. Et ouais, mais je pense que quand même, j'ai pas mis. Il y a Chaos et son équipe. Et d'ailleurs, moi, je te remercie parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ce podcast. Mais je pense que quand même, je vais pas résister au plaisir de mettre la musique de Vladimir Cosma, en background. C'est tellement drôle. Ouais, enfin voilà. Mais bon, ce qu'on apprend donc quand on voit ces mutants, cela dit, on voit quand même qu'elle est un peu plus équilibrée parce que donc ce qu'on comprend qui est le conseil, parmi eux, il y a un noir, donc bon, ils l'ont appelé négro, super, et Nathalie Trundy, donc une femme quand même. Oui. Et aussi le côté parce que en fait, suite à cette scène où il parle à Brent, on comprend qu'ils font une espèce de torture mentale. Et ça aussi, je pense que c'est une évocation du communisme, parce que c'est vraiment l'image qu'on se faisait des communistes, les Américains de cette époque, le côté torture, lavage de cerveau, quoi. Okay, ouais. Après, peut-être que je m'égare, hein, mais moi, il y a des super artworks aussi. Moi, j'ai un bouquin aussi là sous les yeux, des super artworks qui avaient été faits. Sur justement la cité souterraine et la fameuse église Saint-Patrick que tu décrivais là tout à l'heure. C'est à tomber par terre les artworks qui ont été faits. Hein. C'est vraiment magnifique. Mais pareil, tu vois, je trouve que on parlait de la cohérence. Pour moi, le monde des humains télépathes, donc on vous l'a spoilé, hein, c'est des mutants. Leur monde, il est pas cohérent. Tu vois, ils ont des habits.
Même si leurs habits, bon, c'est ceux de la denrée, c'est quand même des vêtements élaborés. Oui, on est d'accord, ouais. Ça implique une technologie, ça implique une technique, ça implique tout ça. Et tu n'en as aucune trace, oui, c'est vrai. Voilà, tu vois des endroits où il y a des bustes à l'effigie de leur leader passé, enfin, c'est ce qu'on suppose. Oui, bien sûr. Mais à côté de ça, ils vivent quand même, ils vivent dans des ruines, quoi. Oui. Et sous terre. Comment ils mangent. Exactement. Comment ils mangent. Et les matières premières. Je veux dire, toi, leurs fringues, elles sont bien tissées avec quelque chose. On est d'accord, oui. Et alors aussi, le truc quand même le plus étrange, c'est pourquoi entre eux, ils enlèvent pas leur masque. Tu vois. Exactement. Ça n'a aucun sens. Ouais, ça n'a aucun. Alors, enfin, le seul sens que tu vois, c'est l'idée de provoquer. Parce que peut-être expliquer. Le choc visuel. Si peut-être expliquer, enfin, ce pourquoi justement ils portent un masque. Donc, ils ont été brûlés par les radiations, du passé. Bon, on suppose qu'on est dans une zone de la zone interdite. De la zone interdite, je te remercie, ouais. Et donc ils ont le visage qui est brûlé, et je crois qu'au niveau du concept, c'était de dire que un peu comme sur les planches d'anatomie. C'est ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs là pour le coup, c'est à Tête Poste qu'on le doit. C'est ça, ouais, c'est ce que j'ai lu aussi, ouais. Parce que j'ai vu des photos, pareil. Peut-être que j'essaierai de les mettre sur la page Facebook de Cornelius Enzira. Il y avait des photos de concept. Et c'était plutôt des trucs. On partait dans le délire film d'horreur. Hein. Et ils avaient fait des mutants et tout vraiment dégueulasses. Et Ted Post a dit non, ça va pas. Il faut faire un truc, s'inspirer des écorchés, donc les planches que l'on voit dans les recueils d'anatomie. Ouais. Et d'ailleurs, il dit qu'il s'est inspiré du Grey's Anatomy. Et parce que tu sais que la série de merde là, c'est un jeu de mots en fait. Hein. Oui. Enfin bref. Moi qui dis dans la ligne éditoriale de Cornelius Enzira que je vais parler que des choses que j'aime, alors là c'est l'épisode de la hate quoi. Oui, qu'est-ce que tu veux, voilà. Oui, mais tu dis aussi que tu vas couvrir l'ensemble de Planet of the Apes. Voilà, c'est une mission. Et donc pour vous revenir juste sur les artworks aussi, ce qui transparaît sur ces artworks aussi, c'est de l'ampleur, c'est-à-dire que les décors dépassent largement. En gros, vous avez le cadre que vous avez dans le film, dans Binis, vous multipliez par 5 et vous avez à peu près les artworks qu'on a là sous les yeux. Ce qui est dessiné n'est pas du tout ce qui est rendu à l'écran, mais forcément c'est dommage et ça rend les choses un peu moins intéressante. De toute façon, encore une fois, objectif thune, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est pas Lune, c'était pas IRG, ça. Ah non, mais ils auraient dû l'appeler la planète des singes, objectif thune. C'est tout. Et puis donc quand on parlait de la cohérence, c'est tout le paradoxe de la planète des singes, c'est que autant dans le premier, des singes qui manient les armes à feu, qui montent à cheval, qui pratiquent la chirurgie, qui parlent anglais, on était d'accord pour y croire, et parce que le monde était bien construit. Oui. Autant là, des mutants, télépathes, des hallucinations, ça prend pas du tout, quoi. Ça tient pas la route. Mais encore une fois, c'est toujours une histoire d'écriture, parce que quand c'est bien écrit, on peut te faire avaler n'importe quoi. Et encore une fois, ça peut être éludé par quelques lignes de dialogue sans avoir des choses qui vont se manifester sur la note du film. Sans problème, on pourrait comprendre plein de choses comme ça. Après, on va revoir des images donc de l'armée des gorilles qui marchent dans le désert et qui, là pour le coup, je trouve les scènes intéressantes. Oui, déjà parce que là ils arrivent à donner de l'ampleur. Oui, tout à fait. Et cette armée de gorilles qui marche dans le désert, qui avance, on sait pas trop vers quoi. Oui. Il marche sur un ennemi qui est inexistant et ou en tout cas insaisissable. Et là, pour le coup, ça fait vraiment penser à la guerre du Vietnam. Même s'ils sont pas dans la jungle, quand il réfléchit, et même étrangement, c'est l'impression que c'est même prophétique, ça fait penser un peu le war on terrorisme de George Bush, quoi. Là, c'est les mecs qui font la guerre, mais un truc qui n'existe pas, les armes de destruction massive, il n'y en avait pas. Hein. Et c'est vrai que quand tu revois ça, de revoir ça après, c'est assez marrant, quoi. Les illusions, en tout cas, tiennent, les illusions qui n'en sont pas pour nous, mais tiennent encore bien la route, notamment la statue du grand législateur là, et qui saigne donc des larmes de sang. Elle est assez choquante, la scène. Enfin, je suis d'accord. Ça tient encore bien. T'as des gorilles qui sont genre crucifiés mais la tête en bas et tout. Les croix à l'envers qui reviendront. Donc on parlait des mutants qui adorent donc une bombe atomique. Donc la bombe atomique qui est une sorte, une forme un peu de fusée, de suppositoire géant, avec deux petites ailes en bas. Et du coup, si on le représente de manière un peu schématisée, ça fait une croix
croix à l'envers. Et donc du coup, j'avais pas vu ça, d'accord, mais oui, t'as raison, c'est juste. Donc c'est pour ça qu'on retrouve la croix à l'envers dans beaucoup de symboles sur l'église, ouais. Voilà, et notamment sur les portes, etc. Et peut-être que c'est un rappel de ça, les gorilles à l'envers, j'en sais rien. Mais ouais, c'est vrai que ça passe encore pas trop mal. Et pareil, donc après, il va y avoir une scène de matte painting où une fois que c'est Zaius, cette fois-ci, qui va faire preuve d'intelligence en disant non mais attendez, ces flammes que l'on voit devant nous, cette statue géante du législateur qui pleure des larmes de sang et tout ça c'est du fake, et donc qui traverse les flammes, et donc du coup l'armée se remet en branle. Et là, il voit des ruines d'une ville qui est pareil qu'un matte painting qui est pas fabuleux. Et encore une fois, quand tu réfléchis, tu as l'impression quoi? Ils ont marché pendant combien de temps, les singes, à travers le désert? Une journée? Il leur a fallu une journée pour atteindre les ruines d'une ville, les ruines de New York. Et non, jamais personne les avait vues. Bon, après, comme on comprend que Zaius était au courant de beaucoup de choses, peut-être que lui faisait partie d'un petit nombre de gens qui étaient au courant qu'à une journée de marche, il y avait une ville, et que c'est pour ça que c'était la zone interdite, parce qu'il fallait absolument pas qu'on la découvre. Mais quand même, je trouve que ça, je sais pas, ça. Ouais, c'est ça. On est encore une fois sur ce manque d'ampleur dans les dialogues, dans les intentions, dans tout ça, qui gâche vraiment le plaisir du film, quoi. C'est clairement. Juste pour revenir 2 petites secondes sur la fusée. Sur l'aileron, donc il y a alpha et oméga. Donc, oui, tout à fait. Aussi. Tout Donc, à fait. alpha, donc c'était les lettres grecques, alpha la première lettre grecque, oméga la dernière lettre. Ça c'est du biblique. C'est Dieu qui dit ça. Voilà, je suis l'alpha et l'oméga, le début, enfin le commencement et la fin de tout. Bon, bref, voilà. Ô Bombe, notre bien-aimée Bombe, que tes retombées bienfaitrices viennent bénir et protéger tous tes enfants, aujourd'hui et à jamais. Amen. Enfin, Brent retrouve Taylor. Ça y est, Taylor revient. On comprend qu'il était le prisonnier des mutants. Alors, pareil, moi, je trouve qu'elle est à mourir de rire, la scène entre... Taylor, vous êtes Brent? Taylor, comment diable êtes-vous arrivé jusqu'ici? De la même façon que vous, le vaisseau spatial, la ville des singes, le métro. Mais vous êtes seul? Non, Nova m'a aidé. Nova. C'est pas trop mal pensé, parce que tu vois que Taylor, genre, le reconnaît pas tout de suite. C'est ça. Ouais, mais tu dis, bon, ils se sont peut-être croisés dans un camp d'entraînement. Ok, d'accord. Ça, je trouve que c'est pas con. Ça, c'est pas con, parce que justement, ça rajoute un peu de background. Et là, sur ce point-là, excuse-moi, je suis désolé. Et là, juste sur ce point-là, tu te dis, comme tu disais à l'instant, par le dialogue, mais on peut nous faire avaler n'importe quoi. Que effectivement, ils se connaissent les deux, Taylor Brent. Ouais, pourquoi pas? On peut tout à fait le comprendre, se dire voilà, oui, les mecs se sont croisés sur le camp d'entraînement de la NASA il y a quelques années de ça, 2000 ans. Ouais, et puis ça marche bien avec les personnages, parce que Taylor, vu que c'était lui qui a dirigé l'expédition du siècle, tu comprends que c'était une sorte de vedette. Oui, bien sûr. Et il y a tout ça encore une fois, en quelques lignes de dialogue, et peut-être, je soupçonne, c'est pas impossible que ce soit Heston et Franciscus qui écrit chacun pourquoi pas, hein. Mais en juste quelques dialogues, tu comprends. Oui, l'interaction entre les deux marchait très bien en plus. Hein. Moi, j'ai lu ça, que les deux mecs s'étaient très bien entendus. Bah moi, les témoignages que j'ai lus de Heston à propos de Franciscus, effectivement, il dit que c'est un bon acteur. Ouais. Et cette scène-là, elle est vachement bien, parce que en très peu de choses, tu comprends le statut que pouvait avoir Taylor avant de partir sur Terre. Donc c'était une sorte de rockstar, quoi, à mon avis presque. Non, mais c'est vrai. Et du coup, forcément, Brent le connaît, parce qu'en plus de ça, il est censé le retrouver. Et tu vois qu'il cherche un peu, genre, attends, t'es qui, toi? Quand même un mec qui part sur une expédition comme ça devait quand même pas être un blaireau. Mais je trouve que Charlton Heston le joue très bien, il le joue vachement bien. Ouais. Et on s'appesantit un peu là-dessus, mais bon, on essaie de sauver les meubles, hein. Et donc après voilà, il va y avoir la scène dont tu parlais avec le appelons-le Négro, vu que c'est son nom, qui les force par la télépathie Tu veux bien dire télépathe, s'il te plaît? Parce que ça va pas. Ok. Donc qui par la télépathie les force à se battre. En fait, c'est quoi, j'ai même du mal à parler de la fin, tellement je trouve ça nul en fait. Je sais pas si t'as envie de reprendre le lead. À la fin, c'est ça, il y a le combat. Après je vais pas être gentil, mais bon, le combat entre les deux qui sert à rien par un qui sert à rien. Nova arrive. Mais voilà, c'est Nova en fait qui les sauve indirectement en disant Taylor. Ouais. Et du coup, ça surprend le télépathe. Et là, du coup, donc il lâche pendant un moment, qui perd un peu le contrôle sur les deux. Et donc ils en profitent pour le buter. Et Linda Harrison d'ailleurs disait, j'ai vu l'interview dans le making of, disait qu'elle avait eu
si pas du mal, mais au moins elle était un peu embêtée pour jouer cette scène-là justement, pour cette espèce de cri guttural, tu sais, espèce de primal scream. Qu'elle a du mal un peu à l'assumer. Elle avait du mal à l'assumer, c'est ça, oui, c'est clair. Ouais. Et donc ça fait que le combat s'interrompt, le télépathe est interrompu, et quoi après après en fait les singes pénètrent la cité des mutants. Ouais. Entre-temps, on a vu donc les mutants ont compris que leurs effets visuels, que les singes n'étaient plus dupes du fait que c'était des hallucinations, les murs de feu, etc. Donc ils ont plus rien pour les retenir. Et en plus de ça, voilà, je sais plus, à un moment il y a un dialogue entre les mutants où ils disent que de toute façon les gorilles sont trop bêtes pour être sensibles aux illusions. Ouais. Voilà, exactement. Et donc ils comprennent que n'ayant pas d'armes, ils vont pas y arriver. Et donc ils décident de faire péter la bombe. Et comme Brent a décrit la bombe à Taylor a compris, comme tu l'as extrêmement bien expliqué, comme il y a l'alpha et l'oméga, Taylor dit mais ça c'est une Doomsday bomb, Doomsday bomb, elle va tout faire péter. Donc Nova se fait abattre par des gorilles. Et là on voit que alors là, autant Taylor qui était prêt à vouloir sauver la planète, là, il est en mode, il en a plus rien à branler. Fuck la police. Brent arrive quand même à le convaincre, genre allez, il faut quand même les empêcher ces fous de faire péter la bombe. Et au terme de fusillade, de machin, de bidule, Taylor, qui est quasiment mourant, parvient quand même à se glisser quasiment donc près du truc de contrôle. Alors, l'espèce de console de contrôle avec des espèces de cristaux, ça, ce serait une référence à Metropolis. Zaius, Taylor, jugement dernier. C'est la fin du monde. Aidez-moi. Vous me demandez de vous aider, moi. L'homme est mauvais. Il est incapable de faire autre chose que de détruire. Effectivement, il demande de l'aide à Zaius. Et Zaius, on a cru qu'il était devenu sympa. Et en gros, Zaius se regarde genre, mais tu sors d'où, toi? D'où tu crois que je vais t'aider? Et du coup, c'est à quoi il lui répond, damn you bastard. Et voilà, la fin, c'est vraiment, allez tous vous faire enculer, quoi. Et avec ce truc, quoi, tu vois, une petite planète verte a cessé d'exister. Enfin, ouais, c'est, wow. Et c'est super nihiliste, super noir. T'as vraiment l'impression que c'est ça. Ils ont voulu casser leurs jouets les uns et les autres, quoi. Que ce soit Eston, que ce soit Zanuck, t'as vraiment l'impression qu'ils ça. Et puis surtout, ils n'ont pas réussi à reproduire l'aspect critique du premier. Et je pense qu'ils en avaient conscience, qu'ils n'ont pas réussi à reproduire. Parce que tu vois bien quand même ce qui est essayé de. On a été très dur avec le film, mais on a parlé du contexte avant, et tu le ressens tout ça quand même dans le film. Hein, on a parlé. Et tu sens également, je pense qu'il y a une critique ils veulent faire une critique du fanatisme religieux, parce que les mutants, c'est ce qu'ils sont. Ce sont des fanatiques religieux. Et genre, regardez jusqu'où le fanatisme peut mener. Leur dieu de la paix, c'est une bombe, oui, c'est ça. Voilà, et ça c'est comme. En fait, c'est même presque là où tu dis que c'est vraiment dommage parce que les thématiques, elles sont bonnes. Le fanatisme religieux, le bellicisme, effectivement, ce que tu soulignes, ce paradoxe. Là, pour le coup, c'est vraiment si West Pacem Parabellum. Vous voulez dire que c'est votre dieu qui est là-bas, une bombe? Votre dieu? Vous ne comprenez pas, monsieur Brent. Cette bombe est notre divinité représentant la paix. C'est votre divinité représentant la paix. La bombe atomique, la divinité de la paix. Ah, laissez-moi rire. Finalement, quand tu remets tout ça bout à bout, tu dis mais les thèmes ils sont bons. Oui, c'est ça. Il y avait des idées pas mal, mais qui ont été, je sais pas, gâchées, quoi. Et je pense qu'ils ont voulu reproduire la fin de Planète. Elle est quand même très déprimante. Ça se termine. Alors la seule touche d'espoir qu'ils ont laissé, c'est que Taylor, parce il était question à un moment dans l'écriture que Zaius, que les gorilles de Zaius rattrapent Taylor et l'abattent. Donc il y avait carrément une fin, genre il découvre qu'il est sur Terre, il se fait abattre par les gorilles, genre voilà. Donc ils ont dit non, faut quand même laisser une touche d'espoir, même si tu te dis que tout seul avec Nova dans le désert, ils vont pas aller bien loin. Mais là pour le coup, c'est une fin un peu comme dans
comme dans Zombie justement. Oui. Mais comment mais ouais, et là tu te dis ouais, ils se sont dit bon, notre film il est tout pourri. Le premier se terminait par une fin bien dark et toujours avec ce truc de bah, on va top up le premier, on va là, voilà exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de plus dark qu'à faire sauter la planète. Et tu dis ah putain quoi, c'est on a été super dur sur le film quand même. Il y a, enfin moi pour l'avoir revu, tu vois, là pour la préparation du podcast, c'est quand même plaisant de retrouver cet univers. Bon, quand même, mais mais l'effet de plaisir que tu peux avoir est pas intrinsèque au film. C'est plus de se retrouver dans l'univers de la planète des singes qui est plaisant. Je pense, je crois. Et le problème, c'est que c'est que il y a ça effectivement, mais il y a aussi le côté moi qui m'a toujours dérangé avec Beneath, c'est mais ils l'ont saccagé quoi. Ouais. C'est-à-dire que on leur a donné le meilleur jouet du monde et ils l'ont défoncé ces connards. Tu prêtes ton G.I. Joe préféré à un de tes copains, il te le rend, il manque un bras, il a arraché un œil. Tu fais, oh, qu'est-ce que t'as fait, mec? C'est sûr. Ouais, non, c'est dommage. C'est vrai que c'est super dommage. Mais après, bon, le reste de la série se rattrape plutôt pas mal. Ouais, mais je sais pas si tu seras. Je sais que que t'as très envie de parler de Conquest, le 4e. Ouais. Ça c'est vraiment un film que j'en dirais pas plus, mais c'est vraiment un film qui m'avait justement dans mon souvenir d'enfant, tu vois, ce rapport toujours à pleine des singes que j'ai depuis que je suis tout minot, quoi. C'est mon père qui m'avait montré ça, donc mon père qui est très cinéphile et qui s'était décidé, voilà, je pense comme toi t'auras le plaisir de montrer à tes enfants, comme moi là j'ai en ce moment le plaisir de le montrer à mon fils. On a vu le 3e on a vu ce soir là ensemble, Escape, voilà. Juste avant de venir sur Skype avec toi. Et en tout cas, ouais, voilà, ça c'est vraiment un film qui est lié à ma cinéphilie, mon amour de la SF. Cette série de films, elle est liée à ça. Et Escape en particulier, pas Escape, pardon. Conquest. Le 4e film de la série. Et un de ceux qui m'avait vraiment vachement choqué, étonné, emballé. Et je m'étais dit, ouais, bah la science-fiction, j'adore ça en fait. De toute façon, dans tous les cas, avec de tous les films, les 5 films de la saga originelle, je pense que Conquest avec Planète, c'est celui sur lequel il y a le plus de choses à dire. Certainement. Bon, déjà là, quand je regarde, ça fait 3h30 qu'on est connecté sur Skype. Je sais pas combien de temps va durer l'épisode, mais ça va sûrement être du long. Et donc, à mon avis, Conquest, j'ose pas imaginer combien de temps il va durer Conquest l'épisode. Mais voilà. Ouais, non, si t'es partant pour Escape, de toute façon, t'es invité permanent de Cornelius Enzira. Tu vois de la lumière, tu sonnes, il y a pas de problème. Ok, bon, c'est sympa, c'est très gentil. Ce que je propose à nos chers auditeurs, c'est que nous, on va peut-être les laisser là pour cette fois. Ouais. Parce que on a été quand même pas mal bavard. Après, rien n'empêche qu'on fasse peut-être un autre épisode qui soit pas centré sur un des films, peut-être pour reparler. Je sais que t'avais envie de reparler de Charlton Heston. Ouais, sur la carrière de Charlton Heston, il y a beaucoup de choses à dire. Et sur le personnage, même. Sur le personnage aussi. Pas seulement sur l'acteur. Essayer de réhabiliter un petit peu. C'est vrai que c'est lorsqu'on avait parlé sur Skype, tu m'avais dit ça, ta volonté de réhabiliter le personnage de Charlton Heston, qui avait été un peu cassé par le film Michael Moore, Bowling for Columbine. C'était Bowling for Columbine. C'était dans Bowling. Tu vois, j'avais 9/11 en tête. Et ouais. Quand je t'avais entendu parler de Charlton Heston, c'est vrai qu'il vaut sûrement mieux que ce que sa réputation veut bien nous faire croire, quoi. Le bonhomme est sûrement est intéressant, des positions assez affirmées et un mec sûrement généreux et bon, qui a sûrement des côtés sombres comme on en a tous, hein, mais bon. Après voilà, aucun tout le monde est un peu, chaque personnage est un peu ambivalent, quoi. Bien sûr. Ouais. Mais moi ce que faire un épisode fanboy où on parle de Charlton Heston et où on parle de notre amour de la planète des singes, de comment on l'a découvert. Moi là, je sais pas s'il y aura beaucoup d'auditeurs. Écoutez, chers auditeurs, hein, si vous avez envie de nous entendre parler pendant 4 heures, en train de se toucher, pour vous expliquer à quel point la planète des singes
singes, c'est génial. Faites-nous signe. De toute façon, que vous nous fassiez signe ou pas, à mon avis, on va le faire quand même. C'est ça, exactement. C'est ce qui est bien avec le podcast, hein, justement, c'est qu'on n'est pas. On peut faire ce qui nous plaît, et puis des fois, t'es vachement étonné, tu te dis, tiens, il y a du monde qu'elle s'appelait, c'est génial. Voilà. D'ailleurs, alors je vais peut-être faire un petit peu reprendre mon petit côté promo. Alors, donc vous pouvez retrouver Cornelius Nzira sur Twitter. Le compte Twitter du podcast, c'est @nzira. Également, si vous cherchez dans Facebook Cornelius Nzira podcast, logiquement, vous devriez tomber sur la page du podcast. Vous pouvez bien évidemment retrouver tous les autres épisodes sur PodCloud. Alors, l'adresse PodCloud, c'est dr-zaius.lepodcast.fr. Également, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur iTunes. Alors, pour l'avenir de Cornelius Nzira, on en a un petit peu parlé. Je pense que dans les autres prochains épisodes que je ferai, ceux qui me suivent sur Twitter ont dû voir que j'ai reçu récemment la version collector du Blu-ray de Jodorowsky's Dune. Donc, c'est pas impossible que je vous refasse un petit update de l'épisode 1, donc qui était consacré donc à ce projet un peu fou de Jodorowsky d'adapter Dune. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, là, c'est tombé. Il y a Legendary qui a acheté les droits de Dune et ils veulent. Il y aurait un film peut-être même qui sortirait dès 2017, quoi. Donc ah ouais, grosse info là. Hein, je suis comme un dingue. Donc voilà. Peut-être que, à mon avis, quand je vais, donc ouais, le DVD qui est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup de scènes coupées, il y a un bouquin en plus, donc à mon avis, je vais avoir des choses à dire, un petit update à faire. Ça c'est pas impossible. L'intégralité de l'interview de Jodo, non? Il y a peut-être ça aussi sur le DVD. Ouais, mais non, mais il y a beaucoup plus de trucs, quoi. Et de toute façon, oui, tu vois, ça tease un peu le poditeur, tu vois, ça attire un peu le poditeur. Je pense que également, alors je vous le confirme, sauf chute de météorite, je serai au festival de Gérardmer, donc de 2017. Donc voilà, ceux qui suivent Cornelius Nzira depuis le début, mon épisode pilote était consacré à l'édition 2016 du festival de Gérardmer. Donc voilà, je vais rempiler. Ça serait surprenant que j'ai pas envie de faire un podcast là-dessus. Tout était là, comme dans La Planète des Singes, dès le premier épisode, c'était vachement bien déjà. Merci beaucoup. Moi, quand le peu que j'ai réécouté, je partage pas complètement ton propos, mais je te remercie quand même. Ouais, je pense que je vais vous refaire. Alors voilà, ceux qui découvriraient Cornelius Nzira, la ligne éditoriale du podcast, c'est vraiment j'ai envie de faire un fanzine audio. Et moi qui dis fanzine, ça veut dire aussi bien cinéma que musique. Donc j'ai fait une sorte de petit spin-off de Cornelius Nzira qui s'appelle la Ape List. Pour le moment, il y a eu 3 épisodes et probablement que je vais vous en dégainer un 4e fin de l'année, début de l'année prochaine, qui aura pour thématique l'hiver. J'ai déjà trouvé le titre. Je vais l'appeler Comme un singe en hiver. C'est pas bon, ça? Non, j'ai craqué aussi en parlant d'actualité. Il y a la bande-annonce de War for the Planet of the Apes qui est sortie. Alors là, on est quoi? On est samedi, vendredi dernier. Enfin, donc hier, quoi. Non, mais en fait, je suis perdu. On est quel jour? On est dimanche là maintenant. On était samedi quand on a commencé, mais. Maintenant on est dimanche. On est le 11 décembre. Donc le vendredi 9, il y a eu enfin été en ligne la bande-annonce de War for the Planet of the Apes. Alors dans un premier lieu, j'ai dit je veux pas la voir parce que j'irai la voir quand même au cinéma. Et justement, en fait, mon fils m'a entendu dire à ma femme que alors voilà, pour les auditeurs qui me connaissent pas, j'ai un fils qui a 5 ans et qui a vraiment très envie de voir La Planète des Singes. Et j'estime qu'il est encore un peu jeune. Et quand il m'a entendu dire ça, il m'a regardé, j'ai vu, il avait des étoiles dans les yeux. Le pauvre. Et je me suis dit, je vais quand même la regarder. Et pour voir si je peux lui montrer. Et comme comme son titre l'indique, War for the Planet of the Apes, ça va plutôt partir dans le film de guerre. Et donc j'ai estimé que c'était peut-être pas une bonne idée de lui montrer ces images-là. Et voilà, je fais quand même gaffe à ce que je montre à mes enfants. Alors je sais pas si tu l'as vu toi la bande-annonce, si tu as envie d'en parler. Non, je suis en train justement de la regarder. Là, je suis sur YouTube. Et, voilà, t'es pas concentré sur ce que je te dis. Non mais c'est scandaleux. Ça fait plaisir, bravo. En plus là, j'allais te passer le micro. Je voulais que tu parles de Geek et Légende. Maintenant, je peux le faire avec un œil fermé, ça y a pas de problème. Ah ouais. Donc Geek et Légende, c'est podcast des mythes et légendes modernes que je disais tout à l'heure. Pour être un petit peu précis, on prend des thèmes de la pop culture et on essaie de les essorer un peu en regardant ce qui a été fait au niveau déjà d'où ça vient, voir un petit peu d'où ça vient, pourquoi est-ce que des thèmes comme je sais pas le
vampire, thèmes comme James Bond, comme Tintin, continuent à alimenter notre patrimoine culturel, et on voit ça après sous différents aspects, c'est-à-dire donc l'aspect cinéma. C'est plutôt moi qui m'en occupe. Je commence par moi pour une fois, merde. Ah ouais, on n'a jamais aussi bien servi que par soi-même. Exactement. Après, donc on a aussi Philou qui est plus donc Master Phil qui est plus lui penché sur tout ce qui est séries et aussi jeux vidéo un peu. Même si on n'a pas vraiment à proprement parler de spécialistes jeux vidéo, ça nous manque un peu. Et puis on a aussi Stéphane qui Master Steph qui lui est plus sur la partie musique. Et donc voilà, comme je disais, on essaie d'essorer vraiment les sujets et d'éviter justement, je crois que c'est un truc sur lequel on a travaillé, on y arrive de mieux en mieux, c'est d'essayer justement d'être de moins en moins dans le factuel et d'essayer de prendre juste un petit peu plus de recul pour voir les tendances qui peuvent se dégager et d'être un peu plus dans l'analyse, quoi. Parce que si c'est pour faire un annuaire, dire voilà, film de vampire, il y a eu ça en telle date, c'est un peu chiant, et bon, on essaie de se dégager un petit peu de tout ça. Bah, c'est vrai que ce qui est super dur avec ce genre de truc, c'est que bon, voilà, on a tous les deux un peu ce travers d'être un peu complétiste. Ouais. Et c'est vrai que moi, si je parle d'un truc et que j'ai pas évoqué un détail, je me dis j'aurais peut-être quand même dû en parler. Parce que je suis le premier à pinailler quand j'écoute un podcast, je suis souvent à dire j'ai adoré votre podcast, mais vous avez pas parlé de ça quand même. Et donc du coup, ce que je fais aux autres, je me le fais à moi-même en fait en premier lieu. Et c'est vrai que du coup, je peux comprendre cette envie de dire c'est hyper dur de dire on va parler des films de zombies, on va pas parler de tous les films de zombies parce que c'est pas possible. Et c'est aussi on va peut-être sans évoquer les coulisses de notre collaboration, on avait un autre projet en tête avant et finalement qu'on a abandonné parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas y arriver, qu'on allait devenir fou parce qu'on voulait parler de tout, quoi. Et donc c'est dur d'arriver à ça, mais c'est vrai effectivement que vous y arrivez de mieux en mieux, je trouve. Et en même temps, c'est même un peu un abus de langage quand je dis ça parce que ça m'a jamais choqué en fait. J'ai jamais eu l'impression, au contraire, ayant en moi ce travers d'être complétiste, quand je les écoutais, je fais est-ce qu'ils vont non, ils y ont pensé, ils l'ont dit aussi. Et donc du coup ça me fait plaisir, quoi. Et si je dois ajouter, faire un peu mon fanboy, moi je suis ultra fan des rubriques de Master Steph, quoi. Je te l'ai déjà dit plein de fois, moi il pourrait on sent qu'il a une culture musicale mais monstrueuse, et il est capable de super bien parler de musique. Je vous l'ai déjà dit, moi, quand vous voulez, faites un épisode sur Pink Floyd, quand vous avez fait l'épisode sur la Lune et que vous parliez de Dark Side of the Moon, vous auriez pu en parler des heures, quoi. C'était génial. Après voilà, c'est mon point de vue à moi, mais je le note pour les prochains thèmes, Stéphane, il a effectivement ce côté-là, il est déjà il est musicien autodidacte, et tu sens justement il a cette qualité-là justement qu'ont les autodidactes, pour faire un peu l'éloge de mon collègue, cette qualité-là qu'ont les autodidactes, c'est qu'ils se donnent pas de limite, tu vois, entre la musique dite noble et la musique plus populaire. Donc il va aussi bien. Il m'avait fait découvrir un disque de Michel Fugain, tiens, par exemple, tu vois, rien que pour te dire ça. Il m'avait dit t'entends la basse là-dessus, ce qu'il arrive à jouer, le mec. Et ça m'avait fait délirer. Effectivement, c'était le mec était super costaud à la basse, quoi. C'était non mais moi j'aime bien ce côté, quand il présente des morceaux dans Geek et Légende, qu'il arrive à un peu guider l'auditeur, genre regarder tel truc, et en plus toi t'arrives bien à le relancer sur le sujet. Et franchement, un Geek et Légende spécial musique, mais je signe, mais c'est où qu'on signe. Et je sais quoi, surtout le fait de quand il se penche sur une chanson, un truc que fait également Walter Proof dans le WAPEX, de prendre une chanson et de dire il y a un tel qui a fait ça, il y a un tel qui a fait ça également, mais quand Steph lui le fait de manière un peu plus extensive, on va dire, mais ce qui n'est pas ce qui moi pour le coup ne me déplaît absolument pas, quoi. Bon bref, c'était Dr Zaius déclare sa flamme à Master Steph. Et écoute, je transmettrai, il sera ravi en tout cas de cette déclaration d'amour. Voilà, bon écoute, je pense que il est presque 1h30 du matin. Ouais, je pense qu'il est. C'est ce qu'on avait prévu à peu près, toutes les façons. Ouais, on est dans les clous. Hein. On est bien. Ah non, t'as pas dit qu'on peut vous retrouver. Alors votre site internet c'est geek au pluriel et légende au pluriel, c'est ça? Geek et légende,
.fr, oui, c'est ça. Et puis à chaque fois Geek et Légende au pluriel. De toute façon, je remettrai bien évidemment. C'est ça, ouais. Puis je mettrai le lien dans le descriptif. Sur Twitter @Geek et Légende, voilà. Mais cette fois au singulier. C'est ça, c'est au singulier. Ouais, on avait un peu merdé dans la création des comptes. Ouais, bah écoute, moi je pense que là on est pas mal pour cette fois-ci. Ouais. Ah oui, alors j'ai mes petites traditions, j'ai mes petites habitudes dans Cornelius Enzira. J'aime bien. Je te remercie de m'avoir invité. C'était vraiment super sympa. Ça fait un moment qu'on en parle. Non mais en tout cas voilà. Merci, je te remercie de m'avoir invité. C'était vraiment super agréable de faire l'émission avec toi. J'espère que j'ai été à la hauteur de tes attentes. Je vais voir, peut-être qu'après le montage, je retirerai ce que je viens de dire, mais t'es invité permanent dès que tu... écoute, voilà. D'accord. Okay. À la semaine prochaine, alors. Voilà, oui, mes petites traditions, c'est que j'aime bien, je sais pas si t'as remarqué, j'aime bien essayer d'imaginer dans quelles conditions les gens ont pu écouter cet épisode, enfin chaque épisode. Et là, j'ai essayé d'imaginer, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter cet épisode en étant dans le métro, et peut-être qu'ils vont essayer d'imaginer, putain, regardez bien autour de vous, si vous nous écoutez dans le métro, peut-être que dans 2000 ans, il va y avoir des espèces de putain de mutants télépathes. ou même des gens qui sont en train de courir en forêt et qui puissent imaginer qu'il y a des singes, des gorilles qui leur un cheval qui leur court après, serait pas mal aussi, quoi. Ça je l'avais évoqué dans l'épisode 4, les gens qui veulent faire des fractionnés, voilà, imaginez qu'il y a des gorilles derrière vous à cheval et cavaler, quoi, cavaler. Excellent, Voilà, je pense que il est temps de vous dire au revoir, chers auditeurs. Donc d'ici au prochain épisode, faites attention à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à bientôt les Spartiates. Bisous à tous, salut les Spartiates. I'll tell you one thing that every good soldier knows. The only thing that counts in the end is power. Naked, merciless force! Members of the Citizens' Council, I am a simple soldier, and as a soldier I see things simply. I don't say all humans are evil simply because their skin is white. No. But our great lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good. The only good human is a dead human. It's a bloody nightmare. But those fortunate enough to remain alive will have the
privilege of being used by our revered Minister of Science, the good Dr. Zaius. Zere, stop. You're in danger. So is the future of science, with that rabble-rouser fomenting a senseless military adventure. The Forbidden Zone has been closed for centuries, and rightly so. However, we now have evidence that that vast, barren area is inhabited. By what or by whom, we don't know. But they live, and live they do. Then they must eat. Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds. And these grounds we can obtain in the once Forbidden Zone. It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it. To expand the boundaries of our ineluctable power, and to invade, 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 invade! Zere, please, as your husband, I beg you to stand. Only for my principles. All right, for your principles and mine. Only please, stand. I gotta get out. Yeah, I gotta get back up there. I don't know how or what with, but I'm not staying here. Oh non. C'est le gros fanboy, n'importe quoi. Ouais, non, peut-être que je vais enlever ça au montage. Ouais, non, mais oui, quand même.